Bonsoir à tous mes chers collègues, il est l'heure, donc je vous propose qu'on démarre cette séance de conseil. Dès à présent, je vais faire l'appel. Alors, Monsieur Berthaud, François-Xavier, Jackie Bertin, Biré Michel, Boissinon Antoine, Bouillot Stéphane, pas arrivé encore, je crois qu'il doit arriver. Ah oui, il y a un PCAET, oui, il y a une conférence climat. Il va arriver, je pense. Ludovic Bréau, je l'ai vu, je crois. Jannick Cabon. Madame Champarneau. D'accord. Sophie Dabin. Madame Donzello, elle est absente. Excusez-moi, elle a donné pouvoir à Monsieur Fourage. Patricia Drouin. Mathieu Foulonneau. Hugues Fourage va arriver. Paul Grosbon. Anne-Lise Guignard. Elle est absente et elle a donné pouvoir à Madame Rouault. Philippe Guyonnet. Ludovic Augbon est là. Anne Hetz est là. Claire Louvrière est absente, a donné pouvoir pardon, à Monsieur Lemoine. Ensuite, Madame Légeron. Présent. Voilà, Monsieur Lemoine, il est là. Voilà. Memto, Jean-Paul Macor, pardon. Ok. Madame Memto, elle est là. Ariel. Pierre-André Mété, oui. Philippe Minier, il est là. Aurélie Normand, elle n'est pas arrivée. Pascal Plot, il est là. Christelle Roux, elle est là. Sylvie Saint-Cyr est absente, à donner pouvoir à Patricia Drouin. Christelle Trudeau, elle est là. Sébastien Verdon, absent, à donner pouvoir à moi-même. Et Benjamin Vergniaud, il est là. Et Dominique Veragrio, elle est là. Très bien, merci. Alors, je propose dans l'ordre de séance, c'est Jackie Bertin pour le secrétariat de séance. Problème. Merci, Monsieur Bertin. Est-ce qu'il y avait des questions sur l'approbation du PV des 11 juin, parce qu'il y avait les deux, des 11 juin et des 9 juillet? Est-ce que vous aviez des questions? Pas de questions. Donc, je prends acte des PV. Et je vais laisser du coup la parole à Ghislaine pour les délégations, pour les décisions prises par le maire. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, en ce qui concerne les droits de préemption urbain, il y a eu 62 dossiers qui ont été déposés entre le 14 juin et le 29 août 2024. Aucun dossier n'a fait l'objet d'une préemption par la ville. Sinon, il y a un dossier relatif aux droits de préemption de fonds de commerce, artisanaux et bons commerciaux, et beaux commerciaux, qui a été déposé. Il n'a pas fait l'objet d'une préemption. Et en revanche, je vais laisser la parole à Mathias Lemoine qui souhaitait dire un mot à ce sujet. Merci Madame Légeron. Oui, j'aimerais, si vous me le permettez, dans le cadre de cette reprise, il s'agit là de l'atelier et du comptoir du tapissier, une boutique bien connue des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens, rue des Loges. Et je voulais là saluer le travail de Marie et Pascal Gobin qui, depuis 2016, font vivre l'artisanat d'art dans notre ville, avec d'autres artisans, bien sûr, et qui se sont battus pour faire perdurer leur activité, avec la reprise par Stéphanie et Anthony Barretot, maîtres artisans tapissiers. Alors, ils exercent déjà à Vertou avec la boutique du Fauteuil Club Barretot, et ils vont faire de cette boutique à Fontenay-le-Comte leur deuxième atelier, et nous leur souhaitons la bienvenue. Merci. De plus dans la rue des Loges. Merci, Monsieur. Merci. Oui, Monsieur Berthaud, je vous en prie. Je voulais aussi m'associer aux remerciements pour le travail accompli de qualité et pour souhaiter aussi la bienvenue aux repreneurs qu'on a peut-être tous rencontrés lors du salon de l'habitat. Merci pour eux. Je vais continuer, si vous permettez. Alors, en ce qui concerne les décisions, nous avons des contrats de cession de spectacle à la gare et au théâtre, des conventions de mise à disposition de l'espace de la gare et du théâtre, des conventions de partenariat avec des associations à la gare et à la médiathèque,
une demande de subvention auprès du département de la Vendée et sa décision modificative pour des équipements sportifs, une convention de prestation de services à la farandole, des conventions cadres relatives à des mises à disposition de locaux à des associations, des ventes de biens mobiliers, des avenants pour des prolongations de mise en location de garages, une convention pour l'organisation de visites estivales en calèche, une convention de prestation à titre payant pour l'animateur des Trophées des Sports 2024. Et je vous rappelle que le Trophée des Sports 2024 se fera dans la soirée du 20 décembre 2024. C'est bien ça, Sophie ? 20 décembre. Des conventions cadres relatives à l'occupation d'installations sportives pour l'année scolaire 2024-2025, une convention relative au prêt d'un minibus Vendée Fontenay Foot pour des sorties plages éphémères 2024, un contrat de prestation de services avec Sauvetour pour la gestion du PMU, donc, qui va courir du 6 juillet 2024 au 3 juillet 2026. Une convention pour la mise en place d'un dispositif de secours avec la protection civile dans le cadre du Forum des associations. Une modification de l'article 3 concernant les recettes et donc pour la régie de recettes et d'avance du pôle jeunesse. Une création de tarifs pour l'action du 6 juillet des plages éphémères, un correctif sur des tarifs municipaux 2024, une convention de prêt de jeux à titre gratuit entre la ludothèque et le CADA Ariams, une convention de mise à disposition à titre payant pour l'INCAF au profit de la ville. Donc, il s'agit d'installations sportives pour la saison 2024-2025. Une demande de subvention auprès de l'État au titre des fonds verts 2024 pour la désimperméabilisation et la végétalisation des cours d'école des Cordeliers, de Florence Artaud et de René Jolin. Une convention pour la mise à disposition de la piste de route au PMU au profit de l'école de conduite Prézo et l'ouverture d'un crédit de trésorerie auprès du Crédit Agricole pour un besoin ponctuel de trésorerie pour une durée de 12 mois. Ensuite, nous avons les marchés. Alors, le premier marché concerne la réfection, toiture, terrasse, maison des adolescents, qui se trouve au 36 rue Rabelais, et donc qui va être effectué par Ouest Étanche, et la réalisation d'une opération d'éclairage du stade d'entraînement de rugby Plaine des Sports en R2 par le CIDEV, et la même chose, Plaine des Sports en R1, toujours par le CIDEV. Des travaux pour la création d'un espace de stockage maison Parc Baron. Donc là, vous avez 5 lots donc, qui vont être faits par la société Venant, menuiserie Grelier Porchet, menuiserie du Puy, Guillemet Peinture et Comelec Service. Ensuite, fourniture et services, une mission de contrôle technique ADAP 2024, donc sur 5 bâtiments ERP et 2 IOP par la Socotec. Un référé préventif, ancien cinéma Palace, 9 rue du Port par Atlantique Juris, et l'acquisition d'une tondeuse avec reprise chez Équipe Jardin Atlantique. Pardon. Ensuite, donc, un accord cadre fourniture et services prévention sécurité, donc sur 6 lots, avec la Socotec Équipement, Solubilo, Andy Pharmocéan, Baudet Campanaire, SAS SAF et CBR Contrôle. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte des décisions prises par monsieur le maire par délégation. Merci, Madame Légeron. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions? Monsieur Bertin. Merci, Monsieur le maire. Simplement, ce serait une demande. Parmi les décisions prises par Monsieur le maire, figurent notamment les mises à disposition de l'espace culturel pour les associations ou du théâtre, etc. Or, ces mises à disposition, ces conventions, ne relèvent pas d'une délibération. La demande, ce serait, est-ce que ces demandes ne pourraient pas être analysées en commission vie associative? Parce qu'en en fait, lorsqu'on a regardé là, les différentes conventions, il nous semble que sur une, il y a eu une erreur. Bon, maintenant c'est fait, on va pas revenir en arrière. Mais comme je vois en commission vie associative, on a passé un règlement qui fonctionne très bien sur les subventions sur projet.
D'ailleurs, on verra tout à l'heure dans la délib numéro 4, bon, ça roule, c'était vu. Est-ce que ça ne pourrait pas faire la même chose, c'est-à-dire que la commission soit informée de la demande? Parce que lorsqu'on fait des abattements de 80%, de 60% aux associations, finalement, ça revient comme si à donner une subvention, quoi, une aide. Donc, comme ça, la commission serait informée. Et puis, s'il y a une erreur, ben, on pourrait en parler en commission. C'est une demande. Je ne sais pas quelle erreur vous faites. Je ne sais pas quelle erreur vous faites. Oh, ben si, il suffit de lire dans les conventions. Normalement, la mise à disposition de l'espace culturel, il y a un abattement de 80% si l'association organise une manifestation sans recette. Il y a un abattement de 60% si la manifestation est avec recette. Or, il nous a semblé qu'il y avait une association qui avait eu une mise à disposition de l'espace culturel de 80% alors qu'il y avait des recettes. Donc, ça aurait dû être 60%. Voilà un exemple. Vous voyez? Donc, ce genre de choses, ça pourrait peut-être être abordé en commission. Monsieur Minier. Oui, non, mais si vous voulez, moi, ça ne me gêne pas. Transparence, puis on travaille très bien en commission, donc ça ne pose aucun problème. Concernant les 80%, c'est simplement qu'on a reçu des demandes de subventions correspondant aux événements sur René Cassin, et plutôt que de faire 60, on est passé à 80, tout simplement, parce qu'on ne peut pas cumuler les subventions sur projet plus les réductions sur René Cassin. Donc on a pris, nous, une règle. Voilà. Ah ben, je comprends mieux. Voilà. Pourquoi? Donc il n'y a pas d'erreur, en fait. C'est on a pris une règle au niveau du service, j'ai décidé de prendre une règle. Après, concernant la deuxième chose... On est entièrement d'accord. Ça veut dire que vous avez votre règle, nous on ne la connaît pas. C'est la raison pour laquelle on ne comprend pas. Donc, d'où ma demande réitérée. Si on pouvait l'aborder en commission, au moins ça nous permettrait de comprendre. Vous comprenez? C'est ça. Bon, sur le principe, moi je ne suis pas opposé. Après, il ne faut pas que ce soit, faut pas emboliser le service. Puis il ne faut surtout pas que ce soit qu'on ait moins de réactivité par rapport aux associations. Sur le principe, moi je ne suis pas. Écoutez, on voit et je vous réponds là-dessus. Sur le principe, moi il n'y a rien qui me choque. Mais voilà, je veux quand même m'entretenir avec Philippe et puis avec le service et je vous donne une réponse tout à l'heure. Il me semble que ça alourdirait pas trop les commissions, hein, parce qu'il n'y en a pas... Bah, c'est pas les alourdir, c'est par rapport aux associations pour qu'on puisse donner une réponse assez rapidement. En fait, c'est ça. Ouais, mais nous, élus, on aime bien comprendre aussi ce qu'on lit, quoi. Bon, je comprends. Je vous dis tout à l'heure. Il y avait une autre question, Madame Verhaeghe, oui, peut-être. Pardon, je vous remercie, Monsieur le maire. À propos de l'ouverture du crédit de trésorerie auprès du Crédit Agricole Atlantique pour un montant d'1 500 000, on aurait aimé avoir des précisions sur les raisons de ce besoin ponctuel. Voilà, je vous remercie. Christian. Donc, on a fait la demande auprès des banques pour avoir une ligne de trésorerie. Pour l'instant, on n'a pas de besoin, mais on se dit que si d'ici la fin de l'année, on a un besoin ponctuel, on préfère avoir cette ligne de trésorerie sous le coude. Donc, voilà, tout à fait. Donc on a sollicité plusieurs banques, on l'a fait avec le Crédit Agricole qui présentait les meilleures garanties, le meilleur taux. Pour l'instant, le contrat n'est même pas encore signé, donc elle n'a pas été encore ouverte, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, Madame Cabon? Merci, Monsieur le maire. Je voulais revenir sur l'allocation des salles pour les associations. Donc ça voudrait dire que toutes les salles municipales seraient occupées tout au long de la semaine, notamment pour la gymnastique. Je pensais des salles comme la salle de Charzelles, qui auraient peut-être pu être utilisées au lieu de louer à l'INCAF, comme on vient de le voir dans le dossier. Ah, par rapport à la location des salles de sport de l'INCAF. Alors, je ne sais pas si c'est Philippe ou Sophie, peut-être. Les salles des fêtes sont plutôt en priorité pour la location diverse. C'est vrai que si on met les associations, déjà, elles sont bloquées. Et puis, si vous prenez l'exemple de la gymnastique, alors je pense que ce n'est pas le bon exemple puisque ce n'est pas du tout adapté. La plupart des associations ont soit besoin d'un sol spécial, soit d'avoir un parquet, soit de... C'est pas du tout adapté, en fait. Et puis, la taille des salles n'est pas non plus adaptée pour le nombre de licenciés qu'il y a dans les associations. Quand on prend, par exemple, l'INCAF, c'est des salles de sport. Donc, on ne peut pas faire du rugby, du hand, du basket. Évidemment, je parlais du yoga ou de la gymnastique. Oui, après, toutes ces associations ont un créneau. Donc, mais c'est pas adapté, c'est pas dans de bonnes conditions. L'objectif est quand même de pouvoir mettre nos associations dans de bonnes conditions. Donc, elles ont, sur le yoga, par exemple, vont dans des salles de sport.
Donc c'est tout à fait adapté. Mais on a vraiment de plus en plus de demandes, on a nos associations qui grossissent de plus en plus, donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nos nos salles sont prises 80-90%, et je pense que les 10%, c'est la nuit en fait. Donc je pense qu'ils vont éviter de venir la nuit. Mais c'est la raison pour laquelle... Mais ça existe depuis très longtemps de louer des salles privées pour pouvoir mettre nos associations. Cette année, on a appris un petit peu plus pour vraiment s'assurer qu'on puisse y mettre les assos. On a l'exemple du rugby qui, l'hiver dernier, n'a pas pu beaucoup s'entraîner parce que les terrains n'étaient pas praticables. Donc cette année, on a vraiment à cœur de pouvoir les recevoir dans une salle pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner, soit les petits ou les plus grands. Et ce montant était-il budgété pour cette année? Alors, il est récurrent tous les ans. Là, on l'a un petit peu augmenté, je pense, de 1 000 €. Mais il est déjà, tous les ans, on le fait. D'accord. Oui, c'était déjà le cas l'année dernière, l'année d'avant, hein, je crois. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Monsieur Bertin. Ça concerne les marchés. Ça concerne les marchés. Tout à l'heure, il a été évoqué l'achat d'une tondeuse. Oui. Alors, nous, on n'est pas des spécialistes de l'environnement. Mais lorsqu'on a vu le prix, quand même, on s'est dit 45 486 €. Quand on compare par rapport à une voiture, c'est pas mal. Alors, bon, je ne remets pas en cause l'achat, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée de la durée d'amortissement d'un tel achat? Ça s'amortit sur combien un achat comme ça? On me dit qu'elle était de 2004. Voilà, donc elle était. C'est ça 2004. Donc il était temps. Alors moi. Non, je ne parle pas de la reprise, je parle de l'achat de la nouvelle. Oui, mais la précédente, elle était de 2004. Ah, elle était de 2004. Elle avait fait un certain temps. Imaginez la surface qu'on a à tondre. Il y en a, d'ailleurs, il y en a deux. Il y en a deux, il y en a trois. Voilà. Donc, mais si vous voulez dire qu'on donne des moyens efficaces, effectivement, pour nos agents municipaux, c'est le cas. Il ne vous a pas échappé qu'on avait renouvelé aussi les balayeuses l'année dernière et qu'il faut continuer à permettre, si on veut aussi des agents territoriaux qui travaillent efficacement, il faut aussi qu'on leur donne les moyens de le faire. D'accord. Non, mais on a bien compris, on se doutait bien qu'à ce prix-là, quand même, c'était performant. Mais et on me dit qu'il y a une reprise. Hein. Oui, voilà. 350 €. Bon, moi j'aurais évité d'en parler. Hein. Parce que l'autre, je pense qu'elle était vraiment au bout du rouleau. Bon, enfin, par rapport à la valeur d'achat, bon, la reprise, bon, bref. Non, mais c'est une belle tondeuse, effectivement. Effectivement, oui. Mais donc c'est une tondeuse qui fonctionne sur les espaces verts, terrains, etc. Oui, bien sûr. Performante sur 20 ans. Voilà, j'ai la réponse à ma question. C'est ça. Monsieur Fourage, pardon. Oui, quelques remarques par rapport à ce qui vient d'être dit, plus une proposition à vous faire. Madame Drouin, j'aimerais bien qu'on puisse, à ce moment-là, puisque vous parlez d'éventuelles possibilités d'avoir recours à une ligne de trésorerie, j'aimerais bien qu'en commission des finances, on nous présente un plan de trésorerie. Ça serait intéressant. Ça ferait vivre un peu la commission des finances. Puisque vous dites éventuellement, donc ça veut dire que vous avez quelque part travailler sur cette question. Donc moi, je serais intéressé à ce qu'on ait le plan de trésorerie qui nous soit présenté d'ici la fin de l'année. Ça nous permettrait de regarder un petit peu, effectivement, les finances de la commune. Alors, je vais juste vous répondre sur cette question. Pour l'instant, donc cette ligne de trésorerie, on ne l'a pas utilisée. J'ai bien compris. Au BP 2024, il y a un emprunt d'équilibre de 5,7 millions. Ça ne m'a pas échappé. La consultation des banques a été faite. On a choisi 2 banques. Donc le contrat sera fait d'ici la fin de l'année. Et en attendant que cet emprunt soit fait, on a cette ligne de trésorerie qui nous permet de pallier à l'éventualité d'un manquement. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Oui, j'ai bien compris. C'est pour ça que je ne vous parlais pas de ligne de trésorerie, je vous parlais de plan de trésorerie, qui est la conséquence, la ligne de trésorerie étant la conséquence du plan de trésorerie qui est nécessaire de mettre en place. Donc c'est pour ça que je pense que ça serait intéressant que la Commission des finances puisse connaître l'état de la trésorerie de la collectivité. C'était une demande, merci. J'espère qu'on pourra donc voir ça à la prochaine Commission des finances. Par rapport à ce qui a été dit, ce qu'a dit M. Bertin, et la réponse de M. Minier m'a légèrement un peu interloqué sur les tarifs. Il ne m'avait pas semblé voir dans votre arrêté de délégation, M. Minier, la capacité de pouvoir réformer les questions de tarifaires. Donc je ne vois pas en quoi vous auriez pu vous-même décider une modification tarifaire pour la salle René Cassin.
C'est de la compétence propre du maire qu'il a par la délégation du conseil municipal. Donc j'aimerais bien qu'à l'avenir, vous n'utilisiez pas des compétences qui ne sont pas les vôtres. C'est quand même un peu regrettable, puisque ça fait partie, dans ce moment-là, d'une certaine forme d'arbitraire ou de fait du prince. Vous décidez tout seul, alors qu'en plus, vous n'êtes pas compétent. Quand je parle de compétences, je parle de compétences juridiques, bien évidemment. Je ne me permettrai pas d'avoir d'autres dimensions que celles que la compétence juridique. Mais c'est quand même regrettable. Pour ce qui est de la question relative aux locations, aux salles de l'INCAF, sur le principe. Mais ce qui pose une question, c'est la question des salles de sport et la compétence sport au niveau de la communauté de communes. Moi, je me pose la question de savoir si vous n'avez pas étudié, de voir si on pouvait travailler avec la salle de Montreuil, par exemple. Et puis, ça me paraît être quelque chose, une piste qu'il faudrait étudier. Et puis peut-être qu'il faudrait aussi étudier et revoir les statuts, puisqu'il y a une modification statutaire tout à l'heure. Ça me paraît très intéressant de regarder une vraie compétence sur l'ensemble des salles de sport à l'échelle de la communauté de communes. Je pense que de ce côté-là, M. Minier partage complètement mon opinion, puisque je l'ai entendu exprimer plusieurs fois cette dimension-là. Enfin, si vous voulez répondre, je ferai la dernière remarque après, oui. Je vous rassure, je suis pas inquiet. Permettez-moi de vous dire qu'on ne vous a pas attendu, c'est déjà le cas. On a des associations qui vont déjà... Non, mais madame, on fait déjà, nos associations fontenaisiennes vont déjà dans les salles de sport hors Fontenay-le-Comte. Mais comme je viens de dire à Madame Cabon, nos associations aujourd'hui, c'est 7500 licenciés, donc c'est très bien. Mais on n'a pas assez de créneaux pour pouvoir accueillir tous les créneaux demandés. Donc aujourd'hui, un exemple, le club de basket, ils sont à 100% sur la salle de Bel-Air, ils vont également à Montreuil. Mais à un moment... Vous avez, votre réponse est légèrement un peu agressive, on ne vous a pas attendu. Si on a le droit, je voudrais juste vous dire, on peut peut-être poser des questions ou demander des éclaircissements, tout simplement, sans qu'on nous renvoie à les choses. Je ne veux pas dire par là que vous ne pensez pas, c'est pas du tout mon questionnement, juste que je pensais pouvoir éventuellement apporter un petit questionnement, et en tout cas un vrai questionnement sur la compétence globale en matière de sport et en matière de salle de sport à l'échelle de la communauté de communes, et plutôt qu'une partition telle qu'elle peut vivre aujourd'hui. Là-dessus, je n'ai pas entendu de réponse. Enfin... Moi, je veux bien apporter une petite réponse. Si vous voulez. Enfin, je vais compléter juste pour compléter ce que dit Sophie, mais effectivement, on a optimisé les créneaux dans les autres salles de sport qui sont communautaires. Donc, il y a Bel-Air, il y a les Alénaux à Fousset, et puis les 80 à Doigt et l'Ermenau. Aujourd'hui, la plus facile et la plus simple, qui est la plus proche de la couronne fontenaisienne, c'est effectivement celle des 4 vents. Donc on l'a optimisé avec le basket. C'est compliqué avec d'autres associations. En tout cas, c'est possible. Ceci dit, au niveau des créneaux, elle commence à être bien pleine aussi. Donc c'est une question qui a déjà été évoquée et on peut continuer. C'est plutôt les associations qui sont réticentes parce que aller à Fousset-Perret, c'est effectivement un peu plus loin. C'est 20 minutes, donc c'est plus compliqué. Mais pourquoi pas? Enfin, en tout cas, on n'est pas opposé à ça. Les maires non plus, mais on est un peu à la limite de l'exercice. C'est toujours pareil, c'est plus facile quand on est à Fontenay parce que tout le monde se situe, enfin beaucoup de gens se situent ici. Et pour ce qui est de la compétence, il ne vous a pas échappé non plus qu'il y avait eu un schéma intercommunal, en tout cas une étude sur le sport. Ce n'est pas le souhait des maires, en tout cas, de prendre cette compétence sur les salles de sport. C'est pas... Voilà, donc je pense qu'on va avancer en marchant, on va aller un peu plus loin dans la dynamique sportive à l'échelle du territoire, mais en tout cas... Alors, ce n'était pas la compétence sport en tant que telle, ce que j'ai bien entendu, ce que vous avez évoqué, c'était plutôt la gestion de l'équipement sportif. Ce n'est pas le souhait, on est plutôt dans la dimension d'élargir les équipements qu'on a actuellement, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Mais en tout cas, il n'y a pas de volonté de l'ensemble des maires pour aller plus loin dans cette compétence sport sur la gestion des équipements. Il ne m'avait pas échappé que vous étiez en marche, effectivement. Mais ça, c'est une petite boutade, si vous me permettez de la faire, éventuellement. J'ai l'impression que ça n'existe plus, mais je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression d'une collusion, ça, c'est pas grave. Dernière remarque, il s'agit du pôle d'échange multi-usage. Et quand on voit la décision qui a été prise, votre décision 2024-253 relative au pôle d'échange multi-usage, et notamment sur la mission qui est confiée à Sauveterre, une mission qui, d'après nous, pourrait être tout à fait confiée
à un agent de la ville. Ce n'est pas une mission de petite nature, hein, c'est une mission qui coûte quand même au bagatelle 38 848,80 € TTC à l'année. Moi, je pense qu'on pourrait optimiser cette dépense en formant quelqu'un. En tout cas, c'est le souhait qu'on formule ici au conseil municipal, que pour l'année suivante, on forme quelqu'un, que cette personne puisse acquérir des compétences qui ne sont pas, à mon sens, complètement infaisables pour un agent communal. Vous parliez des agents communaux tout à l'heure, et je reste persuadé qu'on pourrait notamment optimiser cette somme, et on pourrait aussi utiliser cet agent à d'autres éléments au sein de notre collectivité. Donc nous avons un souhait, c'est qu'il puisse y avoir une étude sur cette dimension-là. Hein, je ne vais pas relever ou rappeler toutes les compétences qui sont demandées, enfin tout ce qui est mis dans la prestation. Enfin, surveiller, canaliser les élèves, ouais, ça me paraît être quelque chose qu'on puisse faire. De veiller à la prise en charge de tous les élèves, ça me paraît être quelque chose qui peut être fait. De veiller au respect des affectations des quais par les conducteurs, ça me paraît pas infaisable. De veiller au respect des consignes de départ, ça me paraît pas infaisable non plus par un agent communal. De veiller au respect des consignes de sécurité par les conducteurs, non plus. D'adapter le départ des navettes aux circonstances en cas de retard d'un quart de ligne, c'est du bon sens, etc., etc. Voilà, donc je pense qu'avec un minimum de formation et de transfert, on pourrait avoir un agent communal qui pourrait d'ailleurs servir à d'autres missions, mais on y reviendra plus tard lors de ce conseil municipal. Deux choses peut-être sur ça. Une, d'abord, c'est qu'il ne vous a peut-être pas échappé non plus, mais c'est qu'on avait délibéré il y a quelques mois ou il y a un an ou deux sur des touchés de quai qui désormais rapportent à la commune d'ailleurs, je crois, autour de 130 000 €. 115 000. 115 000, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a des recettes bien plus importantes qu'un autre temps. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, c'est qu'on y pense dans le cadre de la maison des mobilités. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. J'ai annoncé le fait qu'on rouvrirait probablement le guichet l'année prochaine, j'espère, si on arrive à avancer suffisamment. On est en train de répondre d'ailleurs aux appels à projets de la région pour avoir les financements sur ce projet. Il faudra, pour tenir ce guichet, il faudra recruter probablement 1 ou 2 personnes. On pourrait tout à fait confier cette mission et supprimer cette mission. L'idée, effectivement, cette année, on n'est pas prêt. Donc on renouvelle le contrat. Voilà. Et dans le cadre de la définition de nos besoins, il faut qu'on travaille sur évidemment les besoins. Qu'est-ce qu'on va demander? De l'information, de délivrer des titres de transport. Donc c'est tout ce travail qu'on doit faire pour bien définir le volume horaire, en tout cas de la maison des mobilités. Mais dans le cadre de la maison des mobilités, du recrutement qu'on fera, cette mission peut tout à fait être confiée à un agent public. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc voilà. Donc là, en fait, c'est le renouvellement, mais on va se poser la question d'arrêter ce contrat à terme. Je suis très heureux d'entendre ça, parce qu'il y a 2-3 ans, vous nous aviez dit radicalement l'inverse, comme quoi ça ne vous a pas échappé. J'avais dit quoi, radicalement l'inverse? Vous aviez dit que ce n'était pas jouable, que c'était une compétence technique. Mais dans l'état actuel, oui, à ce moment-là. Et que vous, donc, comme diraient d'autres autour de cette table, il ne vous a pas échappé qu'on pouvait évoluer. Eh ben, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc, je vous propose de prendre acte. Et je vais laisser la parole à Monsieur Lemoigne concernant les taxes sur les friches commerciales. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit là d'une délibération, ou dirais-je d'un rendez-vous annuel pour le conseil municipal. Je vous rappelle comment cela fonctionne. C'est une taxe annuelle donc sur les friches commerciales, les biens qui ne sont plus affectés à une activité soumise à la CFE, soit la cotisation foncière des entreprises, depuis au moins 2 ans et au 1er janvier de l'année d'imposition, et qui sont restés inoccupés donc pendant cette période. Donc ils sont imposables. Cette taxe est un outil pour inciter les propriétaires à louer, à vendre ou à transformer l'usage de leurs biens commerciaux vides depuis bien trop longtemps, et ainsi nous protégeons la diversité commerciale et notre cadre de vie. La liste des biens est jointe en annexe et elle est issue d'un fichier de base transmis initialement par les services fiscaux, en l'occurrence la DGFiP. Dans ce fichier, vous trouverez 254 biens sur une liste finale. La liste de base était, elle, construite sur 348 biens. On a juste imputé la liste des biens publics de la ville, de la communauté de communes, du département et de l'État. On laisse donc un fichier brut, comme on le fait depuis 2 ans déjà.
Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe sur les friches commerciales, jointe en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à communiquer la liste des biens imposables aux services fiscaux. Merci, Monsieur Lemoine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Berthaud, oui. C'est plus une proposition qu'une question. Vous parlez de fichiers bruts, effectivement. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire, parce qu'il y a certaines références qui reviennent chaque année, malheureusement d'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une commission ad hoc, et on est prêt à y participer éventuellement, pour faire le tri justement au niveau des adresses, etc., pour avoir un fichier un peu plus fin? L'idée, alors, on travaillait de cette façon il y a 3 ans et on se rend compte que ça reste assez complexe. L'idée de garder le fichier brut, c'est d'inciter les propriétaires à faire les changements. Et de savoir ce qui ne convient pas, parce que parfois c'est seulement les mètres carrés d'un garage qui ont pu servir à un peintre, c'est une petite partie d'un centre commercial. Et l'idée, c'est que ces propriétaires-là puissent engager les changements si toutefois ils voient la ligne de la TFC sur leur avis d'imposition. Comme vous dites, monsieur Lemoine, c'est très brut, effectivement. Comment on l'optimise, comment on le travaille. Enfin, moi, je suis pas du tout satisfait de votre réponse, mais c'est la vôtre, hein. Je pense qu'on pourrait faire un tour de ville, les élus de la commission, et un vrai travail qui pourrait s'opérer, parce que vous nous donnez des éléments à la marge, mais la réalité, c'est bien la connaissance, et c'est aussi l'incitation des propriétaires, c'est le travail d'une commission. Puis, quand même, d'année en année, il y a quand même beaucoup qui sont récurrents. Et puis, il y a quand même quelques erreurs assez flagrantes sur les numérotations aussi également. Et puis, ça nous permettrait d'avoir une meilleure connaissance des friches commerciales sur la commune. C'est un vrai travail intéressant pour une commission de travailler sur ces choses-là. J'aime beaucoup votre réponse parce que par rapport à il y a 2 ans, elle a évolué. Comme quoi. Et justement, on s'était plutôt adapté à votre demande. Donc, je veux bien revenir en arrière, quoique je ne le ferai pas parce que je me rends bien compte que pour les services, c'est beaucoup de travail en moins. Et finalement, on n'a pas la main. On se rend bien compte qu'on n'a pas la main puisque c'est le trésorier public qui a la main là-dessus. Donc, la liste de propositions, qu'elle soit travaillée en amont, ça ne change pas vraiment le résultat. Vous avez raison sur la récurrence, puisqu'il y a une centaine de biens qu'on retrouve chaque année sur les 300, donc c'est un quart, ça c'est un tiers, pardon. Le travail qui a été fait en amont, enfin il y a quelques années, ne donnait pas plus de résultats. Vous me permettrez juste de vous contredire sur le fait que vous avez tenu compte de mes propos, parce que les propos que j'avais tenus à chaque fois que j'ai pu les tenir sur les logements, les friches commerciales, sont exactement ceux-là. Et d'ailleurs, j'ai tenu les mêmes aussi sur les logements vacants. Donc, je veux bien que ça soit une formule rhétorique pour dire, voilà, mais je confirme avec force et vigueur, si vous me permettez, la démarche que j'ai proposée il y a quelques temps, et donc vous n'en avez nullement tenu compte. Merci. Merci. Donc je propose qu'on passe au vote sur ces délibérations. Donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Elle est adoptée. Et on va passer à la délibération suivante avec Monsieur Minier. Donc là, il s'agit d'attribuer des subventions sur projet. C'est ça. Donc 8 dossiers qui ont été étudiés en commission, épluchés même en commission. Le premier, c'est le concert gospel sur le jumelage Fontenay-Palatime, où on propose une subvention de 400 €. Le second, c'est la Run Color, organisée par le comité des fêtes de Biennale, où on propose 2200 €. Le troisième, c'est un tournoi d'échecs organisé par le club d'échecs, où on propose 70 €. Le quatrième, le slalom de Vendée, organisé par l'écurie du Marais, où on vous propose 1000 €. Ensuite, un week-end tournoi de foot organisé par le Vendée Fontenay Foot, où on propose 3000 €. Le championnat de France et Ligue OGP, organisé par le club moto, où on propose 1000 €.
Le devoir de mémoire et les portes ouvertes à la société de tir, on propose 1 300 €. Et une classe de mer au centre du Porto à Talmont-Saint-Hilaire par l'école Florence Artaud, où on propose 540 €. Et on autorise Monsieur le maire à prendre toutes les décisions et les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci, Monsieur Minier. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Macor. Oui, juste, on se permettra de sortir pendant le vote puisqu'on est partie prenante dans certaines associations. Donc, on va passer. Il y avait une autre question. Vous aviez demandé la parole? Oui, c'est pas une question. Simplement, c'est pour illustrer les propos de tout à l'heure. Là, toutes ces demandes de subvention ont été examinées en commission. Les membres étaient d'accord. On applique la règle, pas de problème. Donc, ma demande de tout à l'heure, c'était pour compléter ça. Vous avez bien compris, puisque bon, bref. C'est noté. Merci. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Heureusement qu'on ne fait pas tous pareil, parce que du coup, on ne pourrait pas voter. Ce serait embêtant. Donc, il est urgent de ne pas être dans les associations, finalement. Alors, allez, on va délibérer sur la prochaine. Et je crois que c'est Patricia, sur l'autorisation de programme et le schéma directeur cyclable. Peut-être qu'on peut les rappeler. On va les attendre. Allez, on y va. Merci. Donc, la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée a approuvé son schéma directeur cyclable. Il a été retenu pour la période 2024-2026 de prioriser les itinéraires intercommunaux en rabattement vers Fontenay-le-Comte et les polarités secondaires, dont les zones d'emploi, les lycées, collèges de centralité et de multimodalité. Donc, 2 opérations vont être réalisées dans un premier temps. La liaison de Sérigné-Longève vers les ZAE Le Véron, les 3 Canons, la route de Sérigné, vers les arrêts Aléop du pôle santé, du PMU, vers le lycée François Rabelais, le lycée Notre-Dame et le collège Saint-Joseph. Deuxième liaison, Montreuil, Douai-les-Fontaines, Saint-Martin-de-Fréniaux vers les ZAE Vendée-au-Pôle, Saint-Médard, le Champ-Doré, le Fief de Quart, la route de Niort vers les arrêts Aléop-Champ-Marot, le PMU, Saint-Martin-de-Fréniaux. Et dans un second temps, la liaison avec Saint-Michel-le-Coulou sera réalisée. Donc au total, cette opération est évaluée à 550 000 €. Elle devrait bénéficier d'une aide de la région des Pays de la Loire pour 50% et de la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée pour 20%. Donc les dépenses devraient s'élever à 50 000 € en 2024, 500 000 € en 2025. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver cette autorisation de programme schéma directeur cyclable pour un montant total de 550 000 € et de charger Monsieur le maire de procéder à l'exécution de cette présente délibération. Merci. Madame Drouin, est-ce que vous avez des questions sur ce schéma directeur, sur la PCP? Pas de questions? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Et donc la conséquence, c'est les 2 délibérations d'après. Et c'est Monsieur Bouillot. Oui, tout à fait. Je ne veux pas redire tout ce qui a été dit avant, mais je vais juste préciser que c'est une action très importante sur laquelle la communauté de communes travaille avec les communes et la ville de Fontenay depuis longtemps maintenant. Ça comporte 69 itinéraires, ce schéma directeur cyclable, pour un linéaire de 296 km de pistes ou aménagements cyclables, donc 44 km existants. Et sur la ville de Fontenay-le-Comte, ça représente aussi beaucoup de kilomètres. Donc l'objectif de ce projet qui existe depuis un certain temps maintenant, c'est de pouvoir assurer une cohérence technique des aménagements sur l'ensemble du territoire, avoir une continuité, puisque le plus délicat pour un vélo, c'est une discontinuité, avoir une continuité de l'ensemble des itinéraires dans plusieurs communes, avec rabattement vers Fontenay-le-Comte, on l'a dit, et surtout une temporalité des réalisations des travaux pour pas que ça soit étalé dans le temps, tous les travaux seront lancés en même temps. Donc la délégation de maîtrise d'ouvrage permettra de répondre à ces objectifs, tout en permettant l'optimisation des coûts par le groupement et la recherche de subventions facilitées. On l'a dit, il y a 70% de subventions actées pour l'instant. Donc il y a 2 conventions de partenariat et de délégation de maîtrise d'ouvrage à passer. Celle sur le pôle centre avec Douai-les-Fontaines, Fontenay-le-Comte, Montreuil, Saint-Martin-de-Fréniaux. Donc chaque commune va délibérer pour cette délégation de maîtrise d'ouvrage. Et c'est la commune de Douai-les-Fontaines qui s'est proposée pour être mandataire de ce groupement de commandes.
et la convention de partenariat de délégation de maîtrise d'ouvrage ainsi que la demande de subvention sont jointes à la délibération. Alors il y a beaucoup de détails, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails. Et si par hasard il y a des travaux complémentaires ou des changements, ça sera aussi par voie d'avenant que ça sera fait. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le programme de travaux présenté dans l'aménagement d'itinéraires cyclables secteur sud-est en faveur de l'accès au réseau de transport régional, de décider de constituer une co-maîtrise d'ouvrage avec les communes de Douai-les-Fontaines, Fontenay-le-Comte, Montreuil et Saint-Martin-de-Fregnault, d'approuver les termes de la convention de partenariat et délégation de maîtrise d'ouvrage, d'autoriser la commune de Douai-les-Fontaines à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation des travaux et à la recherche de subventions, comme détaillé dans la convention, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette convention de partenariat et délégation de maîtrise d'ouvrage. Merci Stéphane. Des questions? Non. Juste, on va faire une différence entre celle de Douai et celle de Longève. Ça ne vous étonnera pas, Monsieur Bouillot, par rapport à ce qu'on a pu dire en commission, pour la bonne et simple raison que on trouve que les conditions financières qui sont décrites dans la convention avec Douai ne sont pas acceptables et que c'est une forme de bras de fer. Je trouve que, pour le coup, la commune de Longève est correcte, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la commune de Douai sur l'évaluation de la dépense. Et donc, pour marquer notre réprobation par rapport à ce système-là, et on aurait souhaité qu'il y ait un système unifié, correct, sur la délégation de maîtrise d'ouvrage et sur la rémunération, qui est tout à fait logique et normale, eh bien, nous voulons signifier notre désaccord, parce que je ne vois pas pourquoi on traiterait deux communes, deux délégations de maîtrise d'ouvrage différentes au sein de ce conseil municipal. Oui, je suis au courant, je suis d'accord aussi. La maîtrise d'ouvrage va nous coûter à peu près à la ville de Fontenay-le-Comte 3 000 € en ce qui concerne Longève et à peu près 10 000 € en ce qui concerne Monsieur Biret, vous pouvez peut-être apporter. Monsieur Biret, garant de l'équité communautaire. Mais c'est vrai qu'entre Longève et Douai-les-Fontaines, la négociation n'a pas été la même. Stéphane, on va laisser Michel. Oui. Mais c'est... Effectivement, dans la Convention, les dispositions ne sont pas les mêmes, mais nous avons affaire à deux communes qui ont accepté d'être mandataires pour le compte des autres. Ils n'ont pas tout à fait la même approche financière. Ceci étant, le résultat, c'est que chaque commune doit être défrayée par rapport au service qu'elle a rendu. Et elle doit, même si la somme paraît importante, le résultat financier sera conditionné à l'état des heures qui sera produite par la mairie de Douai, et qui sera contrôlé par l'ensemble des communes qui sont signataires de la Convention. Longève a préféré un forfait, bon, eux, ça le regarde, mais la méthode de Douai n'est pas condamnable pour autant, parce que chaque commune pourrait demander à être indemnisée du service qu'elle a réellement rendu. C'est ce qui est écrit dans cette Convention. Merci, Monsieur Biret. Monsieur Biret, puisque je n'ai pas dit qu'en soi, si vous voulez, pour moi, le vrai problème, c'est qu'on ne traite pas la même chose. Les mêmes motifs ne créent pas les mêmes conséquences. Et c'est quand même un peu dommage. On a un conseil municipal souverain. Je pense qu'on n'avait pas forcément à passer sur les fourches codines de Douai, puisque c'était une des conditions, vous le savez aussi bien que moi, une des conditions de la mise en œuvre de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage. Moi, j'aime bien, vous savez, au-delà des choses, la question de l'équité et le traitement à l'échelle d'une intercommunalité à peu près identique. Qu'il y ait défraiement, j'ai nullement mis en cause cette dimension-là. Je pense que, pour le moins, on pourrait avoir une doctrine commune dans les délégations de maîtrise d'ouvrage. Et je trouve que c'est très regrettable en la matière. Voilà. Ça veut dire en termes clairs que la ville de Fontenay-le-Comte devrait imposer ses conditions à Douai d'un côté, à Longève de l'autre. Et je vous rappelle que ces communes sont volontaires pour assumer une mission pour plusieurs communes, que c'est quand même la parole leur appartient, et que nous n'avons pas forcément à discuter, à vouloir aligner, surtout parce que la communauté de communes dans cette affaire n'a pas son mot à dire, c'est chaque commune, et je ne vois pas pourquoi la communauté devrait avoir un régime unique dans un système, une organisation qui ne l'est pas. Ça, c'est le premier point. Quant à la seconde, je veux dire, chaque commune propose des conditions d'intervention. Si les gens qui contractent avec cette commune sont d'accord sur ces conditions, je comprends tout à fait votre position, mais ça me paraît être hors du contexte. Si vous me permettez, ça me paraît totalement dans le contexte.
ça me paraît avoir, à l'échelle d'une intercommunalité, sur un schéma n'échappe pas, M. Fourage, que la communauté de communes n'est pas maître d'ouvrage. Alors, vous poussez le truc jusqu'au bout, c'est votre habitude. Monsieur Biret, jusqu'à ce qu'on tombe dans le trou. Vous m'interrompez quand vous êtes gêné, c'est ça le vrai problème. S'il vous plaît. Alors, je ne vous ai pas interrompu, je suis resté courtois et dans une discussion, ce qui n'est pas tout à fait votre cas. Je dis qu'on a un schéma, nous avons voté de surcroît à l'échelle intercommunale, que nous trouvons très bien. Parfait. Je pense que les conditions de mise en œuvre de ce schéma dans la délégation de maîtrise d'ouvrage pourraient être identiques. Alors, vous nous dites effectivement la liberté des uns, machin, et ainsi de suite. Moi, je vous dis que la ville de Fontenay-le-Comte, dans sa façon de faire et dans sa doctrine vis-à-vis des communes, pourrait avoir la même position. Et je regrette qu'on n'ait pas la même position. Et je trouve que la position, parce que vous le savez aussi bien que moi, la question du décompte des heures, enfin, excusez-moi, vous avez été cadre administratif de haut niveau, vous savez très bien comment ça fonctionne. Hein, vous savez très bien comment ça fonctionne. Donc c'est pas à moi qu'il faut l'apprendre. Hein, moi aussi, je l'ai été, je sais comment ça fonctionne. Donc je trouve que l'histoire du forfait est beaucoup plus correcte, et dans la philosophie même de la délégation de maîtrise d'ouvrage, et que celle qui est faite et la façon et les conditions financières qui sont faites avec la commune de Douai, les Fontaines, c'est pas tout à fait dans l'esprit. Et je pense que ça mérite quand même un léger débat et une légère discussion, et on ne peut pas, d'un revers de main, balayer tout ça en disant la liberté des uns. Ben oui, mais la liberté de contractualisation, comme vous venez de le dire, eh bien, nous, on dit non pour contractualiser de cette manière-là. On vous a bien entendu. Voilà. Ce n'est pas notre avis, mais vous avez le droit d'avoir un avis contraire, et on va donc délibérer. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Et on va passer à la même chose pour Longève, Pissotte, Sérigné. Oui, c'est la même chose, mais c'est vrai que ce n'est pas les mêmes conditions. Donc, il s'agit de... Il est proposé au conseil municipal, je ne vais pas relire tout le déroulé, il est proposé au conseil municipal d'approuver le programme de travaux présenté pour l'aménagement d'itinéraires cyclables secteur centre en faveur de l'accès au réseau de transport régional, de décider de constituer une co-maîtrise d'ouvrage avec les communes de Fontenay-le-Comte, Longève, Pissotte, Sérigné, d'approuver les termes de la convention de partenariat de délégation de maîtrise d'ouvrage et d'autoriser la commune de Longève à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation des travaux et à la recherche de subventions comme détaillé dans la convention. Et d'autoriser Mme Ghislaine Aigeron, première adjointe, à signer tous les documents relatifs à cette convention de partenariat et de délégation de maîtrise d'ouvrage. Merci, Monsieur Bouillot. D'autres questions? Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Elle est adoptée. On va passer la parole à Mathieu Foulonneau. Donc là, il s'agit des travaux de restauration des couvertures pour une petite plus-value pour l'avenant numéro 1, au lot numéro 1. Mathieu. Merci, Monsieur le maire. Donc oui, il ne vous a pas échappé que les travaux ont commencé donc, sur les charpentes, couvertures et corniches de l'église Notre-Dame. Il s'agit d'un petit avenant qui est un jeu de plus-value et de moins-value. Nous avons en plus-value. On va commencer par les moins-values, c'est plus facile. Les moins-values, c'est qu'on a installé en fait la base vie du chantier dans le prieuré dans la salle qui est sous la sacristie de Notre-Dame, un bâtiment ville. Du coup, il y a une moins-value, c'est l'installation de la base vie qui était prévue en marge du chantier. Et en plus-value, nous avons l'installation de WC, de sanitaires qui était initialement prévu dans la base vie, et surtout le raccordement au tout à l'égout du prieuré qui, contre toute attente, n'était pas en ordre. Donc voilà, donc on en profite pour remettre tout ça en ordre à l'occasion de ce chantier. Et vous avez une petite option qui est la mise en place d'une clôture en bois, en lieu et place de la clôture initialement prévue, qui était une clôture de chantier, on va dire traditionnelle. Là, on en profite pour en faire une plus haute, en bois, parce qu'on considère qu'elle s'inscrit mieux comme cela dans le patrimoine local et environnant, et le tout pour une plus-value qui finalement ne représente que 0,7% du marché. Donc vous conviendrez qu'il s'agit d'un petit montant. Il est demandé au conseil municipal, bien sûr, d'approuver l'avenant numéro 1, cet avenant numéro 1, et d'autoriser monsieur le maire à signer l'ensemble des documents afférents au dossier. Merci, monsieur Foulonneau. Est-ce que vous avez des questions? Pardon. Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté.
Et je vais laisser la parole à Philippe Guyonnet. Donc là, il s'agit de plusieurs conventions avec le CIDEV. Et donc la première, il s'agit d'une convention pour la réalisation d'une extension de réseau électrique pour l'îlot 3 et 4 au Moulin-Liot. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre des travaux de desserte en énergie électrique et ou de génie civil pour les réseaux d'éclairage et de communication électronique pour 11 logements situés au Moulin-Liot, îlots 3 et 4, rue Turgot, le CIDEF propose la signature de la convention numéro 2024 EXT 0241 pour un montant total de participation de 35 332 €. Les modifications additionnelles en cours de travaux feront l'objet d'une participation complémentaire par voie d'avenant. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les travaux d'extension de réseau électrique par le CIDEF pour le compte de la ville de Fontenay-le-Comte pour 11 logements situés au Moulin-Liot, îlots 3 et 4, rue Turgot, d'approuver la convention numéro 2024 EXT 0241 relative aux modalités techniques et financières de réalisation d'une extension de réseau électrique, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention numéro 2024 EXT 0241 avec le CIDEV. Merci. Donc là, il s'agit d'un projet pour le bailleur Podelia, pour 35 332 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Deuxième convention, donc la Podelia toujours, pour l'îlot 6A, 6B et 7. C'est le même type de travaux en énergie électrique et génie civil pour la construction de 12 logements au Moulin-Liot, îlots 6A, 6B et 7. Et le numéro de la convention 2024 EXT 0244 pour un montant total de participation de 88 912 €. Les modifications additionnelles en cours de travaux feront l'objet d'une participation complémentaire par voie d'avenant. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les travaux d'extension de réseau électrique par le CIDEF pour le compte de la ville de Fontenay-le-Comte pour la construction de 12 logements au Moulin-Liot, îlots 6A, 6B et 7, d'approuver la convention numéro 2024 EXT 0244 relative aux modalités techniques et financières de réalisation d'une extension de réseau électrique, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention numéro 2024 EXT 0244 avec le CIDEV. Merci. Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et la troisième, même convention. Donc là, il s'agit d'éclairer les parkings de l'école Bourron-Massé. Dans le cadre des travaux neufs d'éclairage du parking de l'école Bourron-Massé, au niveau de l'avenue du président Georges Pompidou et de la rue Turgot, le CIDEF propose la signature de la convention numéro 2024 ECL 0519 pour un montant total de participation de 50 471 €. Les modifications additionnelles en cours de travaux feront l'objet d'une participation complémentaire par voie d'avenant. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les travaux d'éclairage du parking de l'école Bourron-Massé au niveau de l'avenue du président Georges Pompidou et de la rue Turgot par le CIDEF pour le compte de la ville de Fontenay-le-Comte. D'approuver la convention numéro 2024 ECL 0519 relative aux modalités techniques et financières de réalisation d'une opération d'éclairage. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention numéro 2024 ECL 0519 avec le CIDEV. Merci. Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Je vais laisser parler à Mme Rouault. Donc là, il s'agit de renouveler enfin le dispositif qui s'appelle Petit Déjeuner avec un avenant numéro 3. Exactement. Donc initié en juin 2021 et à la demande des écoles de Bourron et des Jacobins, la ville souhaite poursuivre le dispositif Petit Déjeuner pour l'année scolaire 2024-2025. Les petits déjeuners seront servis les jours de la semaine, comme ça c'est déjà fait jusqu'à présent, entre 8h35 et 8h50, selon l'organisation et la fréquence définie conjointement par les équipes enseignantes et les équipes villes de chaque école. Cette délibération a pour objet de formaliser le renouvellement du partenariat entre la ville et l'éducation nationale par un avenant à la convention initiale de 2021 pour la période scolaire 2024-2025. Donc vous avez en annexe de la délibération l'avenant numéro 3 à la convention de mise en œuvre du dispositif Petit Déjeuner. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le renouvellement de la participation de la ville
au dispositif petit déjeuner pour l'année scolaire 2024-2025, de solliciter une contribution calculée sur la base du forfait par élève et par petit déjeuner auprès du ministère de l'Éducation nationale, d'approuver les termes de l'avenant numéro 3 relatif à la mise en œuvre du dispositif petit déjeuner joint en annexe à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 3 de mise en œuvre du dispositif petit déjeuner à intervenir avec les services de l'Éducation nationale. Merci. Un mot, est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif? Oui, Madame Camon. Pensez-vous l'étendre aux autres écoles de la ville? En fait, c'est proposé tous les ans aux autres écoles de la ville et il n'y a que Bourron-Massé et les Jacobins qui souhaitent le mettre en place. Et vous pouvez nous redire combien d'enfants sont concernés par le dispositif, s'il vous plaît? Oui, environ, on va dire que ça commence plus doucement. On va le mettre en place après les vacances de la Toussaint. On commence avec une trentaine d'enfants par école et on termine aux alentours de 39-40 par école. D'accord. Merci. Merci, Madame Rouault. Madame Rouault, une question de fond et puis une question subalterne. Question de fond, est-ce qu'on a envisagé une évaluation du dispositif? C'est-à-dire, puisque la dimension petit déjeuner est une dimension pour favoriser aussi les apprentissages des enfants, est-ce qu'on peut noter, est-ce qu'il y a eu une évaluation, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait? Ça serait intéressant d'avoir un retour d'une évaluation de l'impact, puisque le but du jeu, il était là, de l'impact sur les apprentissages des enfants qui sont concernés. Tout à fait, vous avez raison. L'évaluation, elle est faite tous les ans par les enseignants des deux écoles. Et cette évaluation, elle est mitigée, c'est-à-dire qu'elle devrait, normalement, cette mise en place, elle devrait servir uniquement aux enfants dont les familles sont en difficulté pour pouvoir fournir un petit déjeuner de qualité. Or, on s'aperçoit au fur et à mesure des semaines que ce n'est pas forcément le cas. Il y en a qui viennent, mais pas toutes. Ce qui est difficile, on en discutait avec Madame Bournonville la semaine dernière, pour certaines familles, c'est d'être identifiées comme ne pouvant pas fournir un petit déjeuner correct à leur enfant. Donc voilà, c'est pour tout vous dire, ce n'est pas forcément un dispositif qui risque d'être reconduit. On est en attente des textes, mais voilà, il y a un gros point d'interrogation là-dessus. Et pour compléter ce que vous me posez comme question, l'année dernière, nous, à la ville, on a organisé un buffet une seule fois dans l'année, dans chacune des écoles, pour permettre aux parents de voir comment était composé un petit déjeuner équilibré. Et des familles sont venues, mais pas toutes. C'est toujours difficile de solliciter les familles. Vous avez répondu à ma deuxième question indirectement, c'est-à-dire la pérennité d'un dispositif. Alors, on peut pas savoir. Ma question, elle était double, en fait. Vous n'a pas échappé non plus que l'État était dans un léger déficit, que j'aime bien les euphémismes, 3 milliards, 3102 milliards, c'est un léger déficit, mais ce n'est pas dû aux collectivités territoriales, loin s'en faut, bien au contraire. Donc on va chercher de l'argent un peu partout. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans ce dispositif, si me semble bien, il y avait une aide d'1,30 €, quelque chose comme ça, de l'État. La question, c'est si l'État venait à ne plus la reconduire, quelle serait la position de la ville? Alors, on a déjà adopté, nous, une position dans la mesure où, dans les écoles, on garde ce qui n'est pas consommé. Par exemple, les fruits qui ne sont pas consommés, on les garde systématiquement. Ils sont préparés et redistribués aux enfants, alors tous ceux qui veulent, à la récréation du lendemain matin. Donc, on adopte déjà des comportements pour essayer de pallier à ces manquements. Maintenant, oui, il y aura peut-être une réflexion à avoir, mais on attend. En tout cas, c'est un sujet qui est sur la table actuellement. Merci, Madame Rouault. Alors, je vous propose qu'on délibère sur ce dispositif. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il est adopté. Je vais laisser la parole à Madame Drouin pour plusieurs délibérations concernant les ressources humaines. Donc, première délibération, il s'agit de la modification du tableau des effectifs qui intervient au 1er octobre 2024.
Donc une création de grade de rédacteur principal en filière administrative, la suppression d'un grade d'animateur principal en filière animation et la création d'un grade éducateur des activités physiques et sportives en filière sportive. Donc il est demandé au Conseil d'approuver ces modifications. Merci. Avez-vous des questions? Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Ensuite, délibération. Là, il s'agit de créer un poste permanent pour le recrutement d'un chargé de communication print et web. Donc il est proposé au Conseil municipal de créer un emploi permanent de catégorie B sur le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à temps complet pour assurer les missions de chargé de communication print et web en contrat. Donc le profil, c'est une formation de type Bac+3, Bac+5 en information, communication, journalisme, être polyvalent, maîtriser la rédaction journalistique, avoir des capacités de rédaction, d'analyse et de synthèse et maîtriser bien sûr les outils informatiques. Les missions principales, il y en a 2 ou 3, donc l'environnement print, support référent du magazine municipal de la collectivité, rédaction des publications de la collectivité et rédiger des supports de communication interne. Sur l'environnement web, élaborer et suivre la ligne éditoriale de la politique digitale, animer les posts sur les réseaux sociaux, réaliser des capsules vidéo et sur le volet presse, constituer des dossiers de presse, de rédaction des communiqués de presse. Il est donc proposé au Conseil municipal de recruter sur un emploi permanent à compter du 1er octobre. Merci, Madame Drouin. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Madame Drouin, je suis surpris qu'on puisse faire un recrutement sur la catégorie B à partir du moment où on demande dans le niveau de recrutement un Bac+3, Bac+5 qui est le niveau de recrutement de la catégorie A. Je me pose quand même cette question, c'est-à-dire que en termes d'attractivité, en termes de rémunération, en termes de cohérence aussi, c'est-à-dire que vous savez bien qu'il y a adéquation entre le grade et l'emploi et la rémunération. Et là, vous ne faites pas cette adéquation puisque vous avez déterminé un profil plutôt de catégorie A et vous le mettez sur la grille de catégorie B. Je suis extrêmement surpris. Cette remarque sera valable d'ailleurs pour toutes les autres de la même manière. Est-ce que nous ferions de l'emploi territorial low cost? Je pense que la catégorie d'emploi, elle repose surtout sur les missions qu'on propose dans ce poste. Ben oui, alors, justement. Mais justement. Les missions, c'est une mission de catégorie B. Non. Vous ne pouvez pas dire que c'est des missions de catégorie B quand vous demandez un profil de... Vous savez... Non, vous parlez du profil, moi je parle des missions. Oui, oui. Voilà. Oui, je vois bien la rhétorique sur la question, mais vous savez que les niveaux de recrutement, ils s'opèrent. Catégorie B, c'est au niveau bac, voire Bac+2 pour les rédacteurs principaux. Ici, Monsieur Vergniaud, vous pouvez dire non, c'est bien la réalité. Le niveau de recrutement pour les catégories A, c'est à partir de Bac+3. Et puis vous savez que pour la catégorie C, c'est un recrutement qui est plus libre. Donc c'est relativement gênant. Et évidemment, je vais vous dire, la mauvaise pensée que j'ai, il m'en arrive, c'est que vous n'allez pas recruter de fonctionnaires sur ce niveau de rémunération en catégorie B, de grille de catégorie B. Et c'est pour ça que vous avez mis le L332-8-2 du Code général. C'est pas étonnant, puisque, effectivement, vous allez avoir un recrutement infructueux d'un fonctionnaire qui ne viendra pas pour ces considérations-là, et vous allez avoir un contractuel qui aura effectivement besoin de travailler, mais qui n'aura pas une rémunération à la hauteur de ses compétences, en tout cas celles qu'il a acquises, puisque vous avez un minimum de Bac+3. Voilà, et c'est regrettable. Merci. C'est votre opinion. C'est votre interprétation, c'est pas la nôtre, mais en tout cas, vous avez le droit de ne pas avoir la même que la nôtre. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Merci. Deuxième délibération. Donc là, il s'agit de la création d'un poste permanent
pour le recrutement d'un responsable de l'équipement culturel René Cassin, la gare et du théâtre municipal. Donc là, nous proposons de créer, toujours à compter du 1er octobre, un emploi permanent de catégorie A sur le cadre d'emploi des attachés territoriaux à temps complet pour assurer les missions de responsable de l'espace culturel et de congrès René Cassin, la gare et du théâtre municipal. Donc le profil, une formation Bac+3 à Bac+5 dans le domaine du spectacle vivant et événementiel, une expérience confirmée, une connaissance de l'environnement de la fonction publique territoriale, maîtriser la réglementation et les normes techniques en matière de bâtiments, connaître les règles des marchés publics et les règles budgétaires. Les missions principales, c'est donc la programmation culturelle des équipements, en veillant à sa cohérence avec la politique culturelle de l'équipe municipale, gérer l'espace René Cassin et le théâtre, développer les locations de ces équipements, manager une équipe administrative de 2 personnes, un régisseur principal et coordonner une équipe technique de 6 personnes. Il est donc proposé au conseil municipal de recruter sur cet emploi à compter du 1er octobre. Merci. Madame Drouin, avez-vous des questions? Une remarque. Vous voyez bien, Madame Drouin, on est sur un Bac+3, Bac+5, et là, on le met en catégorie A. Vous voyez, là, outre le fait que vous allez faire une distorsion entre les personnes qui auront le même niveau, c'est quand même pas très logique dans l'état d'esprit que l'on peut avoir dans une collectivité. Voilà. Vous allez me dire profil, mission, d'accord, très bien. N'empêche que le même niveau, c'est le même niveau de recrutement. Et puis, j'ai une deuxième question. Pourquoi vous utilisez l'article L332-12 du Code général de la fonction publique? Je ne vous réponds Pourquoi dans cette délibération, cet article-là apparaît? Alors qu'il n'apparaît pas sur les autres. Le 332-12 du Code général de la fonction publique, c'est l'article qui évoque la portabilité des CDI. C'est pas banal comme idée. Pourquoi, ici, alors qu'on nous met en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, on nous évoque la portabilité d'un CDI? On se donne la possibilité, le mieux c'est non, de se donner pourquoi vous ne l'avez pas mis dans l'autre délibération alors? Pourquoi là? Est-ce que j'ai encore une nouvelle mauvaise pensée? Oui. Eh oui. Est-ce que ça arrive souvent trop, peut-être pour vous, mais à mon goût, c'est quand même, là aussi, pourquoi on parle de portabilité d'un contrat à durée indéterminée relevant de la même catégorie hiérarchique? Est-ce que le poste serait déjà fléché? Et que le CDI serait déjà choisi, et la personne serait déjà choisie, elle serait en CDI? Parce que, vous pensez bien, on crée le poste, c'est donc que le recrutement n'est pas fait. Vous êtes d'accord avec moi dans la logique? Il n'est pas fait, le recrutement. Donc, c'est bizarre qu'on puisse mettre cette condition-là, qui d'ailleurs n'est pas une condition qu'on met généralement dans une délibération, puisque c'est un dispositif de droit, la portabilité du CDI. Donc, vous voyez, il y a quelques éléments qui m'apportent à penser que ma mauvaise pensée serait une bonne pensée. Et donc, je souhaiterais, comme le droit nous le fait, d'avoir le contrat de cette personne qui sera en CDI, j'en fais le pari, quand elle sera recrutée, d'avoir son contrat pour bien effectivement vérifier qu'il s'agissait bien d'une portabilité et que vous avez aussi non seulement anticipé le recrutement et que vous avez adapté la délibération avant le recrutement qui sera fait et que vous adaptez ces délibérations uniquement à un profil, si vous me permettez de le dire de cette manière-là, qui a déjà été déterminé. Et c'est pour ça que, bien évidemment, sur cette façon de faire, nous allons voter contre. Eh bien, très bien. Voter contre. Alors, on va passer au vote. On va voir le contrat, hein. Ce qui est dommage, c'est que vous ne soyez pas aussi dynamique en commission, parce qu'on ne vous voit pas. C'est dommage, parce que vous avez toujours des tonnes de questions, mais jamais dans les commissions. On ne vous voit pas, monsieur Haugbon, non plus. Je vous rassure, les dossiers, je les vois avant. Alors, avant vous. Pas vraiment, ou d'un seul œil. Je vais vous dire la commission telle qu'elle s'est passée. Oui. Effectivement,
Vous voyez? Il faut arriver à l'heure, monsieur habituellement, Fourage, aux commissions. oui, habituellement, elle est à 18h30. Ce coup-ci, elle était 17h30. Je vous rappelle, si vous me permettez, qu'on déplace un conseil municipal le prochain en raison de votre emploi du temps. Eh bien si, c'est la lettre qu'on a reçue sur le débat d'orientation budgétaire. Je suis désolé. Donc vous voyez, eh oui, on passe au lundi 18 plutôt qu'au mardi 19. Donc vous savez, sur les comptes... Il peut arriver que le maire peut avoir un impondérable. J'ai pas l'impression d'avoir fait modifier des tonnes de conseils municipaux depuis 4 ans. Il peut aussi arriver qu'un conseiller municipal... Non mais vous, c'est tout le temps, c'est différent. Non, pas du tout. Non, je suis désolé, j'ai des contraintes professionnelles, bien évidemment. Donc c'est le cas. Mais la commission a duré top chrono 20 minutes. 30 minutes. Non, je suis arrivé à 17h exactement, à 17h55. Et je suis arrivé au moment où vous avez dit c'est terminé. Donc voilà. Mais vous savez, une commission des finances qui ne parle que de ressources humaines, de surcroît, alors qu'on aurait pu évoquer les plans de trésorerie ou plein d'autres choses. Vous savez, vos commissions, elles sont tellement pauvres, on discute tellement peu, il y a tellement peu d'éléments que c'est tellement peu intéressant parfois d'y être. Merci. Allez, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Alors, ensuite, création de postes permanents pour le recrutement du responsable jeunesse et sport. Je ne sais pas celle-ci. Non, c'est pas celle-ci? Ah si, moi j'ai celle-ci. Non, c'est que je ne l'ai pas. Je la cherche. Ah, c'est embêtant. Elle n'est pas dans mes documents. Donc là, on vous propose de recruter sur un emploi permanent de catégorie B, sur le cadre d'emploi des éducateurs des APS territoriaux à temps complet pour une durée de 3 ans renouvelable. Donc le profil Bac+3 dans le domaine du sport et de l'animation ou expérience significative sur un poste similaire, connaître le fonctionnement des collectivités territoriales, le mouvement sportif en général et son fonctionnement, connaître l'environnement professionnel et associatif de la thématique jeunesse et les techniques bâtimentaires et la maîtrise des méthodes d'entretien et des équipements sportifs. Et les missions principales sur ce poste, donc le responsable jeunesse et sport met en œuvre la politique jeunesse et sportive de la ville. Il coordonne les actions liées à ses domaines de compétences. Il encadre une équipe technique de 6 agents, une équipe jeunesse composée de 3 animateurs. Et au quotidien, il travaille en étroite collaboration avec une assistante administrative du service éducation, jeunesse et sport. Merci, Madame Drouin. Des questions sur ces délibérations? Même motif, même remarque. Hein. Donc on vous a déjà entendu, on ne va pas passer au vote. Juste, vous voyez bien, vous n'avez pas mis le 332-12, Madame Drouin. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Et donc, ensuite, création de postes non permanents pour le recrutement d'un chargé de projet, régie des collections, contrat de projet. Donc, contrat de projet, chargé de projet, régie des collections, sur un emploi de catégorie B à temps complet. Donc, le profil, une formation supérieure en régie des collections ou en montage des expositions, conservation préventive, une expérience professionnelle minimale de 3 ans, un permis B exigé, connaître la conservation, la prévention des œuvres, connaître les matériaux de conservation, de conditionnement et les différents systèmes de stockage. Les missions principales, donc, c'est sur la régie des collections, participer au chantier des collections, à son dépoussiérage, au marquage et l'identification des œuvres, au conditionnement, à la rédaction des constats d'état, veiller à la bonne manipulation des œuvres, assurer la logistique et le mouvement des œuvres. Et enfin, intégrer toutes ces données sur la base de données Flora. Merci. Avez-vous des questions? Excusez-moi. Oui, Madame Verragne. Oui, Monsieur le maire, je vous remercie. Juste pour redire, un petit peu notre crainte, on change de... Enfin, on recrute, on recrée un poste parce que la personne... Qui est déjà... on avait déjà ce poste-là, qui est parti. On recherche quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas fait l'affaire ni d'un côté ni de l'autre. J'ai cru comprendre, c'est ce qu'on a vu en commission finances. Et donc, moi, je suis un peu inquiète pour avoir posé aussi la question en commission finances. On est loin d'avoir fini l'inventaire de tout ce qu'il y a dans le musée.
Pourtant, il nous avait semblé qu'en commission culture, ça avait bien avancé, qu'on allait à son terme. À ce rythme-là, je ne vois pas quand exactement le musée va avoir... on va arriver sur la fin du projet du musée. Je suis un petit peu inquiète. Alors, ça arrangera peut-être les finances de la ville de ne pas rentrer dans cette rénovation, mais j'ai un peu de crainte. Ça, voilà. C'est votre interprétation. Il ne vous a pas échappé qu'on avait mis un terme au contrat avec l'ancien architecte. Hein, à chaque fois qu'on voyait cet architecte, à chaque fois on prenait 500 000 €. Donc on a souhaité mettre un terme à sa mission. Et donc on a forcément relancé, perdu un peu de temps. Mais aujourd'hui on est sur le point, j'espère, de recruter un architecte avant la fin de l'année. Donc oui, on va décaler le projet de 6 mois probablement. Mais je pense que c'est nécessaire pour les finances de la commune. Il vaut mieux perdre 6 mois et avoir un projet qui rentre dans l'enveloppe budgétaire qui est déjà importante qu'on a fixée pour le musée, plutôt que d'en rajouter 20%. Je pense qu'on est tous... Je pense qu'on partage tous le fait d'être raisonnable avec nos finances. Et donc, je pense que c'était la meilleure solution. Parfois, il vaut mieux un peu prendre son temps. Voilà. Donc, sur cette délai... Ah, pardon, Monsieur Berthaud. Merci, Monsieur le maire. Alors, c'est un doux euphémisme quand vous dites un décalage de 6 mois. Vous faites preuve d'une certaine... vous êtes très, très gentil, parce que ce n'est pas un décalage de 6 mois. Je vais vous proposer effectivement un petit résumé, mais ça va être très rapide. Donc, lors d'une délibération le 13 avril 2021, on nous a présenté le projet de rénovation du musée avec le mémorial de la Résistance et de la Déportation, avec une fin des travaux à 2023. Lors du ROB, du rapport d'orientation budgétaire de 2021, il y en avait pour 1 900 000 €. Lors du ROB de 2022, il y en avait pour 1,8 million. On a eu un article dans Ouest France le 13 juillet 2022 dans lequel vous lanciez l'appel à collecte pour le mémorial. Alors en décembre 2022, le ROB 2023, là, il y a eu une augmentation de 4 080 000 €. Puis le 11 juillet 2022, article d'Ouest France, on nous annonce donc la fermeture du musée depuis le 1er mars et que les collections étaient inventoriées. Au mois de mars 2023, nouvel article, on dit rénovation du musée, mais on abandonne le mémorial et on espère une réouverture en 2025. Donc de 2023, on était déjà passé à 2025. C'est un décalage de plus de 6 mois quand même. L'Europe 2024 nous présentait un total prévu de 5 400 000 € de travaux au niveau du musée. Puis, il y a un article du 9 mars 2024 où Madame l'adjointe s'exprimait, parlait de fin de travaux en 2027 pour un budget de 5,6 millions. Et enfin, votre interview dans laquelle vous disiez que c'était juste un décalage de 6 mois. Excusez-moi, Monsieur le maire, c'est plus qu'un décalage de 6 mois, puisqu'on nous avait présenté ça pour 2023 et aujourd'hui, on est rendu à 2028 aux dernières nouvelles. Donc, du coup, pour toutes ces questions et notre inquiétude pour cette dérive de ce projet, dérive financière, dérive de temps, on votera contre la délibération du recrutement d'une personne. Que vous vouliez voter contre le musée, vous avez tout à fait le droit, c'est pas un problème. On ne vote pas contre le musée. Arrêtez de faire du Trump, monsieur le maire. C'est ce que vous faites. Juste rappeler que ce projet n'a évidemment rien à voir avant. D'ailleurs, on n'a pas arrêté le mémorial, d'ailleurs c'est important, de la Résistance, c'est la DRAC elle-même qui a coupé, tout simplement. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que les archives, en tout cas les objets qui nous avaient été apportés étaient très faibles, et la DRAC et la commission scientifique... Non, mais moi je vous... Non, mais moi je... Mais je peux vous... Je vous réexplique, je peux finir ? Je vous réexplique que ce projet a changé,
puisqu'évidemment, il avait une vocation à accueillir un mémorial de la Résistance. Évidemment, quand c'est plus le cas et que c'est simplement un musée rénové, c'est pas tout à fait la même chose. On n'y met pas les mêmes objets, c'est pas la même scénographie. Donc il y a un projet qui a été revu de fond en comble. Et comme on partage tous le fait que le budget alloué au musée est déjà important, il était donc souhaitable, et je pense qu'on partage tous ça, de mettre un terme à l'architecte et de relancer. Et je pense qu'il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps et avoir un projet qui rentre dans nos enveloppes financières plutôt qu'il devienne de plus en plus important. Voilà ce que je voulais rajouter. On passe au vote. S'il vous plaît, juste... Bon. Ben non, mais oui, ben si, j'ai le droit de parler, non? Allez-y. Ah, très bien, merci. Donc, quand vous dites un décalage de 6 mois, j'insiste, c'est un décalage de 5 ans, premier élément. C'est un dérapage financier grave, où on n'a aucune perspective qui nous est donnée quand même aujourd'hui. Mais si vous voulez faire peur comme à chaque fois... Non, on ne veut pas faire peur. Mais si, c'est peur sur la ville, on est habitué. C'est un très beau film, d'ailleurs. Mais vous utilisez beaucoup ces images de peur. Alors, juste quand même, il y a un autre problème. C'est que vous renvoyez ça à 2028. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre stratégie est de faire une stratégie d'annonce à tout va. Vous ne réalisez pas. Et puis vous dites, vous occupez le temps pendant ce temps-là. C'est quand même assez invraisemblable. Je veux dire, un projet qui est commencé pratiquement en 2019... 2019, les premières choses, sous l'autre mandature. Hein, et nous sommes aujourd'hui en septembre 2024, et vous nous annoncez la fleur au fusil, alors avec quand même, comment vous osez pouvoir dire un petit décalage de 6 mois avec le récapitulatif qui a été fait, et nous dire tout ça. Et vous voudriez qu'on vous signe un chèque en blanc, comme ça, sans qu'on puisse dire quoi que ce soit. Eh bien non. À un moment donné, il y a véritablement une revue des choses. Et les 5,4 millions tels qu'ils sont prévus aujourd'hui, ils sont prévus dans l'enveloppe pour le nouveau projet ou pas? On verra avec l'architecte qu'on aura désigné, probablement qu'on va revoir avec l'architecte le projet. Donc on verra quand on aura recruté un budget, quand on aura recruté un architecte. Et on reviendra avec vous, dans le cadre du budget, sur des propositions qui tiendront compte du nouvel architecte et des choses qu'on va demander à la nouvelle architecte. On va en profiter pour revoir ce projet. Voilà. Donc le budget, vous confirmez bien qu'il est maintenant de 5,4 millions prévu pour le musée? Je ne confirme rien du tout. C'est ce qui avait été évoqué avec l'ancien architecte. Je viens de vous dire qu'on avait mis un terme à l'architecte. Et donc on va en recruter un nouveau. Il n'est pas insupportable de penser qu'avec le nouvel architecte, on peut peut-être revoir un certain nombre de choses. Donc on reviendra vers vous quand j'aurai des choses plus précises à vous dire en commission culture. On va d'abord recruter l'architecte, c'est la première chose qu'il faut faire. J'entends bien, mais vous parlez de budget, en disant il faut que ça rentre dans le budget. Mais quel est le budget pour le musée que vous fixez? Je vous dis, je ne vous répondrai pas à cette question, je répondrai à cette question quand j'aurai des éléments plus précis. Alors, vous voyez, monsieur le maire, il y a quelque chose qui est assez gênant dans ce que vous dites. C'est la faute de l'ancien architecte. Mais... Je n'ai pas dit ça. Si, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est lui qui nous a amenés là où on est. Mais si, vous l'avez clairement dit. Vous avez dit très exactement qu'à chaque fois que vous le voyez, vous en preniez pour 500 000 de plus. Ben, c'est pas faux d'ailleurs. Oui, alors, je suis désolé. Vous voyez, c'est vous le maître d'ouvrage. C'est vous qui décidez. C'est pas l'architecte. C'est pour ça qu'on a mis un terme. Ben oui, non mais vous avez mis beaucoup de temps et plus les indemnités. Alors, vous allez me dire, je fais peur, mais il y a un vrai défaut de gouvernance quand même. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Un vrai défaut de gouvernance sur les projets et les projets structurants. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ça vous fait pas plaisir. Évidemment, mais je ne vais pas faire la liste. Si, parce que vous répondez, justement, sinon vous ne l'auriez pas fait. Et je vais vous dire, il y a tellement de projets structurants qui dérivent que c'est quand même largement embêtant et qu'il y a un vrai gros problème de gouvernance. Allez, on passe au vote. Juste, je vous laisserai faire le même exercice sur le projet du théâtre que vous avez pu mener et on fera un petit rappel aussi. Et là, les dérives ont été plus que significatives, à la fois en termes de calendrier et à la fois en termes de budget. Monsieur Vergniaud, quand vous voulez... Alors, avec justement... ça dérange, hein, c'est ça? Non, pas du tout, il faudra aussi que vous rappeliez les 500 000 € que j'ai obtenus du Fonds national d'aménagement du territoire, que vous avez allègrement oublié la dernière fois que vous avez fait cette présentation, et que, justement, ce projet, il a été hyper bien financé. Je rappelle aussi
que vous m'imputez, non mais faut tout dire. Les 500 000 € de départ, c'était sous la mandature de Jean-Claude Remeau. Ah, oui. Ah, c'est pas l'architecte, c'est l'ancien maire. Non. Mais vous savez, il faut être honnête aussi, monsieur Haugemont. C'était, monsieur Bertin, vous pourrez le je vous dire. laisse reprocher tout ce que vous voulez avec l'ancien maire. Et donc, j'ai bien compris que vous n'étiez pas amis, ça m'avait pas échappé. Mais pourquoi vous faites vous oubliez de dire que sur le projet du musée, oui, l'enveloppe a augmenté, mais aussi les crédits de financement, notamment de la DRAC, ont significativement augmenté au cours de l'évolution du projet. Donc la peur sur la ville, ce qu'il faut garder... Pour le théâtre, vous sur avez le raison. projet du musée, la maquette financière fait part aussi d'une forte augmentation des financements. Donc le coût global la peur de sur la la ville, ville, il y a un côté coût global de l'opération qui augmente, oui, il y a une part de financement, et donc le reste à charge pour la ville n'augmente pas aussi significativement que vous pouvez le laisser entendre. Je vous propose qu'on fasse un débat chiffre pour chiffre sur le théâtre quand vous voulez, et sur le financement, ça me pose aucun problème. Mais alors, vous savez, ça sera avec une grande joie, parce que en plus, on pourra reprendre les contre-vérités et la désinformation que vous et monsieur le maire, vous avez fait depuis des années sur ce sujet-là. On vous a bien entendu, donc on va passer à la délibération, s'il vous plaît. Allez. Ah, pardon, il y avait une question, je ne sais pas si c'était Mme Perrac ou M. Bertin. Je ne vais pas refaire le débat, rassurez-vous. Non, si on pouvait. Mais M. Forage a fait allusion qu'à l'époque de M. Remeau, il y avait bien 500 000 de mis, c'est vrai, je confirme, mais après, le projet a été modifié, donc le coût a été modifié. Comme et quoi là, ça arrive. N'étant plus là, on ne maîtrisait pas. Comme quoi ça arrive de modifier des projets. Voilà. Ah, là, c'est bien d'accord. On est dans le même et puis situation. je trouve que la discussion là relève plus du DOB que de la délibération de ce jour, parce qu'en fait, on en a parlé au DOB l'année dernière. Il y a une autorisation de programme sur cet équipement avec des crédits de paiement, et on verra au prochain DOB ce qu'il en est des coûts et de la programmation. Exactement. Madame Donc Perrac. chaque chose en son temps. Allez-y. Je vous remercie, monsieur le maire. Oui, juste pour dire qu'on déplora effectivement le retard dans le projet du musée et la dérive peut-être budgétaire. Néanmoins, nous voterons la délibération parce qu'il faut que ça avance. Voilà. Très bien. Merci de votre positive attitude. Très bien. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Et je vais laisser la parole à nouveau à Patricia concernant l'accueil de personnes volontaires en service civique. Donc là, on a 2 délibération. Donc, le service civique, c'est un dispositif instauré en 2010. Les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés peuvent mettre en place l'engagement de service civique pour accomplir des missions d'intérêt général dans 9 domaines d'intervention. Donc, la solidarité, la santé, l'éducation pour tous, la culture et les loisirs, le sport, l'environnement, la mémoire et la citoyenneté, le développement international et l'action humanitaire et l'intervention d'urgence. Donc là, nous souhaitons recruter un volontaire en service civique au service action sociale. Donc cette mission s'intègre dans la politique d'action sociale 2020-2026 de la ville de Fontenay-le-Comte. Elle répond à plusieurs orientations, donc lutter contre l'isolement des administrés, notamment les plus âgés, améliorer le quotidien des habitants via des actions de solidarité et de service, favoriser l'entraide en créant du lien social, trouver une utilité au sein de son quartier et de sa ville, retrouver de la solidarité de voisinage, encourager la participation citoyenne des habitants. Et c'est un contrat sur une durée de 8 mois. Merci. Avez-vous des questions? Pas de questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Deuxième service civique, donc là au service culture. Donc au service culture, donc dans quelle sera sa mission? Donc cette mission s'intègre dans un projet de société pour la ville de Fontenay-le-Comte. L'objectif, c'est de promouvoir la culture et le patrimoine à travers le label Ville d'art et d'histoire que les habitants, le jeune public et les touristes d'aujourd'hui ne connaissent pas beaucoup. Le projet de cette mission, c'est d'aller à la rencontre des personnes afin de leur montrer ce qu'est l'histoire de Fontenay-le-Comte, sa richesse architecturale, par des actions patrimoniales, culturelles et éducatives. L'objectif est également d'apporter une cohésion sociale sur le territoire autour de valeurs collectives et communes, de pouvoir permettre à un large public d'avoir accès à la culture, de contribuer à faire connaître et à rendre accessible l'offre de services, participer à des actions de médiation en allant hors les murs.
Nous avons ainsi une politique des publics forte avec une offre pédagogique à destination des scolaires, des accueils de loisirs, ainsi qu'un programme annuel d'animation culturelle. Et ce service civique est aussi sur une durée de 8 mois. Merci. Avez-vous des questions sur ce poste? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Voilà. On va passer à une autre séquence et je vais laisser la parole à Monsieur Vergniaud. Donc là, il s'agit du patrimoine communal, la cession d'une partie de la parcelle cadastrée section BR numéro 563 au profit d'Office Santé. Merci Monsieur le maire. Donc en effet, nous allons parler de santé. En préambule, je souhaitais quand même, et on le dit assez souvent, rappeler que c'est avant tout une compétence et une prérogative de l'État. Mais au vu de la situation actuelle, que l'on constate tous et que l'on regrette tous, il nous paraît indispensable que l'ensemble des collectivités locales puissent se saisir du sujet. Et c'est ce que nous faisons en luttant contre la désertification médicale et le déficit d'accès aux soins. C'est pourquoi la communauté de communes et la ville de Fontenay ont élaboré ce projet d'implantation d'un village santé qui est déjà dénommé Village Santé Simone Veil et qui sera une structure qui pourra assurer le développement qui sera porté par la SAS Office Santé. Cette création d'un village santé permettra de répondre à la fois à un besoin de structurer et de consolider l'offre de soins en anticipant et en s'adaptant à l'évolution des pratiques pour les nouveaux praticiens en santé. Ce sont les professionnels de santé avec notamment la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé Sud-Vendée, qui ont souhaité ce dispositif immobilier et qu'il soit notamment placé au plus proche du pôle santé Sud-Vendée. Ainsi, nous avons eu de nombreux échanges, plusieurs réunions avec la communauté de communes, la ville, la CPTS, le centre hospitalier, la direction commune du groupement hospitalier territoire de Vendée. Et il a été conclu l'implantation de ce village santé sur un terrain qui est aujourd'hui propriété de la ville, qui est situé à l'angle de la rue Chamiraud et de la rue Mille-Sando, cadastré aujourd'hui BR numéro 563 et qui sera renuméroté, recadastré BR 565 dans le cadre de la division parcellaire. Les négociations de la cession de la parcelle ont mené au prix de 1 €, ce qui représente un total de 5 556 € net vendeur, frais de bornage et d'acte à la charge de l'acquéreur. Comme vous avez pu le remarquer, il y a un écart alors significatif en pourcentage de 36% en dessous du prix indiqué par les services de domaine. Mais il faut remettre la valeur parce que le prix indiqué dans le rapport était d'1,57 € du mètre carré et il était surtout mentionné dans le rapport de l'évaluateur des domaines que ce prix reste proche, les 1,57 € du prix envisagé de 1 € du mètre carré et qui, au regard de la problématique que soulève la lutte contre les déserts médicaux, ne paraissait pas incohérent. C'est pourquoi il vous est proposé ce soir d'approuver la cession du terrain nu situé à l'angle des rues Mille-Sando et Chamiraud, qui correspond à la future parcelle fille cadastrée BR numéro 565 d'une surface de 5 556 m², au profit de la SAS Office Santé, au prix principal de 5 556 € net vendeur, aux conditions indiquées dans le compromis, d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer le compromis de vente et l'acte notarié à intervenir, étant précisé que les frais inhérents seront à la charge de l'acquéreur. Très bien, merci Monsieur Vergniaud. Est-ce que vous avez des questions sur cette session, Madame Vérag? Je vous remercie, Monsieur le maire. Juste une petite remarque. Si dans la délibération, l'emplacement du nouveau pôle santé est bien situé à l'angle de la rue Chamiraud et de la rue Mille-Sando, il serait bien de corriger dans l'annexe parce qu'elle est notée 69 rue Catina. Ah. En effet, ce ne sera pas rue Catina. C'est pas tout à fait le même quartier. Je vous remercie. Oui, ce ne serait pas pareil. Ce sera corrigé. Merci. Pas d'autres questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Monsieur Vergniaud, toujours. Donc là, il s'agit d'une d'acquisition dans le cadre de l'aménagement de la rue de la Collinerie. Merci Monsieur le maire. En effet, la rue de Collinerie connaît aujourd'hui des difficultés en termes de gestion des eaux pluviales. Il apparaît donc nécessaire à la ville de pouvoir acquérir des bandes de terrain de plus ou moins 2 mètres au large des propriétés riveraines de la rue afin de porter un projet de réaménagement. La démolition du bâtiment qui a été récemment effectué en limite de la propriété de la parcelle cadastrée ZD 201 a permis le lancement de ces négociations d'acquisition, justement à l'amiable, avec l'ensemble des riverains de ce secteur-là, du secteur sud de la rue de la Collinerie. L'étude sur le terrain, par la suite, a fait également révéler que les limites administratives des parcelles cadastrées AD
302, 195, 196 et 70 n'étaient pas tout à fait la réalité du terrain et intégraient des parties en RB des parcelles privées, parties que la ville entretient à ses frais depuis plusieurs années. Et donc après interpellation de l'ensemble des riverains concernés, il leur a été demandé de bien vouloir céder les parties de leurs parcelles à l'effet d'élargir et de traiter les eaux pluviales de la rue de la Collinerie à l'euro symbolique, frais de géomètre et d'actes à la charge de la ville, ce qu'ils ont accepté. Le service des domaines n'a pas été consulté, la cession ne s'inscrivant pas dans une opération d'un montant égal ou supérieur à 180 000 €. Il vous est donc proposé ce soir d'approuver l'acquisition auprès des époux Joly, Alboucaille-Dupont, Demigné, Ferré, Framboisier, Biston, Arnoux, aux conditions indiquées dans les compromis et annexées avec la liste des parcelles que vous avez d'afficher à l'écran, et d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer le compromis de la vente et l'acte notarié à venir, étant précisé que les frais inhérents seront à la charge de la ville. Merci. Monsieur Vergniaud, est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On va passer à une délibération concernant la dénomination de voirie, le domaine du Prévert. Monsieur Vergniaud. Merci, monsieur le maire. En effet, le domaine du Prévert est une opération immobilière qui est envisagée sur la rue du Maréchal Leclerc, qui est portée par le promoteur Argo. C'est la première étape de l'orientation d'aménagement et de programmation qui est inscrite dans notre plan local d'urbanisme, qui vise à urbaniser ce secteur-là, le secteur de Gaillardon. L'opération, telle que portée par le promoteur, prévoit 58 logements, avec 26 maisons individuelles et 32 logements collectifs. Et donc, il convient, comme c'est le cas dans ces différentes opérations, de pouvoir procéder à la dénomination de la nouvelle voie. Et on a souhaité s'inscrire dans le cadre de la continuité des commémorations qui ont été portées par Monsieur le maire le 8 mai dernier et des échanges que nous avons pu avoir avec le Parti communiste de la Vendée, et de suivre leur proposition de la nommer rue Méliné et Missac Manouchian. Rapidement, pour reposer le contexte historique de cette dénomination, donc Méliné Manouchian est une survivante du génocide arménien qui est arrivée en France en 1926, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Aux côtés de son mari, Missak Manouchian, elle entre en résistance contre l'occupant nazi au sein de la section de la main-d'œuvre immigrée des francs-tireurs et partisan du Parti communiste français. Elle y porte des messages, des armes et rédige des tracts et organise des réunions. Après l'exécution de son mari le 21 février 1944, elle poursuit son engagement dans la résistance et milite pour que le rôle des étrangers dans la résistance soit reconnu dans les respects des hommages qu'ils méritent et qu'ils soient rendus. Missak Manouchian, lui, est né dans une famille de paysans arméniens. Son père trouve la mort lors du génocide de 1915 et sa mère succombe à la famine. Après quelques années dans un orphelinat au Liban, Missak Manouchian arrive à Marseille en 1925. En 1934, Missak Manouchian adhère au Parti communiste ainsi qu'au comité de secours pour l'Arménie. Il y prend rapidement de nombreuses responsabilités et y rencontre Méliné, elle aussi orpheline, après avoir été volontaire durant la guerre 39-40. Missak Manouchian rejoint la résistance à la suite de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie le 22 juin 1941. Méliné le suit dans son engagement et ils sont tous les deux affectés dans les FTP-MOI, groupe des francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrés de Paris, et mènent de nombreuses actions résistantes. Le 16 novembre 1943, Missak Manouchian et 23 de ses camarades sont arrêtés et livrés aux Allemands par la police française. Il sera fusillé le 21 février 1944. C'est pourquoi il vous est proposé ce soir, en leur honneur, de pouvoir décider de dénommer la nouvelle voie du lotissement Le Domaine du Prévert, située sur la parcelle cadastrée section ZC numéro 9 et débouchant sur la rue du Maréchal Leclerc, rue Méliné et Missak Manouchian. Merci, monsieur Vergniaud. Est-ce que vous avez des questions? Non, juste une remarque, monsieur le maire. Nous avions évoqué cette question-là en commission. Comme quoi, parfois, on travaille en commission et on peut aussi faire des propositions, puisque vous aviez l'air de dire le contraire tout à l'heure. Je n'ai pas dit que vous ne travailliez pas, j'ai dit que vous étiez en retard. Oui, ou les fois où vous êtes en retard, vous savez, on peut en parler. D'accord, ça, la balle au centre. Bref, monsieur Vergniaud nous a évoqué le fait de vous faire une proposition et de faire des propositions par rapport... Alors notre position, est-ce que, alors contrairement à ce qui est dit dans le compte rendu, on n'a pas, c'est pas exprimé on n'a pas dit qu'on était contre. Et j'aimerais bien que le compte rendu de la commission d'urbanisme soit modifié à ce titre-là, puisque c'était pas le cas.
On avait dit qu'on ferait d'autres propositions, qu'on en rediscuterait au conseil municipal, ce qui était notre position la plus juste, et non tel que c'est marqué dans le compte-rendu. Donc nous avons fait un certain nombre de propositions qui étaient des propositions qui étaient fondées sur quoi? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, vous avez discuté avec le Parti communiste, c'est très bien. Manouchian, très bien, pas de problème. Nous, on n'a aucune, évidemment, outre la panthéonisation de ces deux héros, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Notre position, c'était, à partir du moment où on avait fêté le 80e anniversaire de la libération de la ville, ça pouvait être aussi l'occasion de rendre hommage à un certain nombre de résistants fontenaisiens. Monsieur le maire, vous nous avez répondu, j'ai reçu la lettre, alors pour le coup elle est datée du 17, mais je l'ai reçue le 19, non même pas, le 23, c'est pour vous dire, hier, donc je pense qu'il y a des problèmes d'acheminement dans cette ville. Il est possible que je n'ai pas signé le jour même. Hein. Ah, enfin entre votre cabinet et vous, ça doit être assez fluide normalement. C'est très fluide, c'est ça doit aller assez rapidement. C'est limpide. Donc oui, en tout cas on l'a reçu hier. Mais ce n'est pas un problème. Donc, vous nous dites que vous tiendrez compte, dans l'avenir, des propositions que nous avons pu faire. Eh bien, dont acte. Très bien. Donc, nous sommes à votre disposition pour effectivement travailler cette question importante. C'est à la fois la question de la résistance, mais à la fois aussi du devoir de mémoire et de rendre hommage aussi aux résistants locaux. Donc, face à cette entente, ou de cordiale entente, si je puis dire, bien évidemment, nous voterons cette délibération et nous sommes à votre disposition pour la suite. Très bien. En effet, enfin, vous avez repris dans votre proposition les noms cités notamment par Monsieur le maire lors de la commémoration du 80e anniversaire de la libération de la ville. Et voilà, il y a d'autres projets, il y a d'autres noms. Voilà, ici, il s'agissait de trouver un seul nom, en tout cas de dénommer une seule rue. Et aujourd'hui, le travail et en tout cas les propositions, les noms que vous avez pu mettre dans votre courrier, peuvent plutôt se parler entre eux. Et donc ça me paraissait plus intéressant de le porter sur d'autres projets d'aménagement du territoire et notamment de production de logements qu'on peut avoir sur le territoire, où il y aurait 2 ou 3 rues, l'une à côté de l'autre, qui pourraient être dénommées et avoir cette cohérence-là. Merci, monsieur. Oui, madame Verreg. Monsieur le maire, je vous remercie. Oui, je voulais revenir effectivement sur la dénomination. Évidemment, nous ne sommes pas du tout opposés à ce que la rue prenne le nom de Méliné Missac Manouchian. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit monsieur Fourage, à savoir que nous avons des résistants locaux dont certains sont déjà honorés par le nom d'école ou déjà de rue. Donc ça serait effectivement intéressant de pouvoir continuer dans ce sens-là. Qu'il n'y avait pas forcément nécessairement urgence à nommer cette voie et que peut-être on pourrait effectivement passer la délibération ultérieurement et pourquoi pas faire comme il y a eu des propositions pour l'école de musique par certains fontenaisiens sur la dénomination d'André Pope ou le jardin de la place des Moragneaux qui est devenu le jardin Michel Aragon, eh bien peut-être soumettre aussi à une concertation citoyenne sur une volonté ou pas de nommer cette rue plus en adéquation avec nos héros fontenaisiens. Voilà, donc effectivement dans le journal de Ouest France, il y avait toute une série de noms, de familles citées. Je pense que ça pourrait être intéressant, effectivement, mais en aucun cas nous voterons bien sûr, contre ces héros de la résistance. Voilà, je vous remercie. Non, mais comme l'a dit M. Vergniaud, on n'est évidemment pas opposé par les noms qui ont été proposés. Bien au contraire, il y a plusieurs projets qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Donc il y aura d'autres occasions de baptiser les noms de ces rues. Je m'étais engagé effectivement auprès du Parti communiste. C'était une sollicitation et je m'y étais engagé à nommer effectivement des rues dès qu'on en aurait. C'est le cas, donc je souhaitais répondre en tout cas à l'engagement que j'avais pris. Mais évidemment, ce n'est pas du tout une fin de non-recevoir. Les noms qui ont été cités seront évidemment honorés dans les semaines et dans les mois qui viennent. Voilà, je propose qu'on passe donc au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Merci, c'est adopté. Et je vais laisser la parole à Monsieur Vergniaud à nouveau concernant le PLU et une mise à disposition du public. Merci Monsieur le maire. En effet, c'est un sujet qui nous a animés tout au long de l'année 2024 avec un arrêté qui a été pris en février 2024 par Monsieur le maire concernant l'engagement d'une procédure modification simplifiée du plan local d'urbanisme
qui avait fait déjà l'objet de nombreux débats en conseil municipal lors de son approbation de la révision générale en septembre 2023. La mise en application concrète depuis son opposabilité a fait apparaître quelques erreurs matérielles, ajustements, précisions, modifications mineures qu'il convenait d'ores et déjà de corriger en poursuivant la procédure de modification simplifiée, ce qui ne remet pas en cause les orientations du document urbanisme directeur de la commune. Cette modification simplifiée avait plusieurs objectifs et plusieurs types de modifications qui portaient notamment sur la partie zonage économique avec des compléments dans le rapport de présentation dessus, des modifications de tableaux de destination ou ces destinations, la modification de la règle relative aux obligations de plantation et celle relative au stationnement, que ce soit dans les ZAE ou la ZAE des Jeunas aussi, avec une modification de la règle relative à l'implantation, des modifications mineures sur la partie plan de zonage, et enfin une petite modification sur l'orientation d'aménagement sectoriel du secteur de Grisset. C'est pourquoi on a saisi l'AMRAE le 5 avril 2024, qui nous a fait un retour le 6 juin 2024, comme quoi le projet de modification simplifiée numéro 1 du PLU de la commune n'était pas soumis à une évaluation environnementale. Cet avis a d'ailleurs été joint au dossier de mise à disposition du public. Le dossier a été notifié également aux personnes publiques associées, les PPA, en date du 25 mars. Vous avez la liste des PPA qui ont pu répondre, et celles qui n'ont pas répondu, leur avis, dans le délai imparti, leur avis est réputé favorable au projet. Et c'est pourquoi nous avons également délibéré le 12 mars 2024 sur les modalités de mise à disposition au public du projet de modification simplifiée. Cette mise à disposition a été effectuée au cours de l'été, du 24 juin au 26 juillet 24, et a fait l'objet de 2 observations. Le bilan de la mise à disposition du public et des avis des PPA est annexé à la délibération. Et suite aux différents avis sur le projet notifié et aux remarques émises lors de la mise à disposition, il vous est proposé de donner une suite favorable aux 2 remarques formulées par le public et de modifier en conséquence le projet de modification simplifié avant son approbation. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre en compte le bilan de la mise à disposition du public et d'approuver le projet de modification. Ce qui donne en clair la proposition qui est faite ce soir. C'est l'approbation du dossier de modification simplifié numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay tel qu'il est annexé à la délibération. D'autoriser monsieur le maire en exercice à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. De préciser que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois et qu'une mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. De dire que le dossier de modification simplifié numéro 1 du plan local d'urbanisme approuvé sera consultable en mairie aux jours et aux heures habituelles d'ouverture, et de préciser que la présente délibération produira ses effets juridiques à compter de sa réception par le préfet et après accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité définies par le Code de l'urbanisme et notamment sa publication sur le portail national de l'urbanisme. Merci Monsieur Vergniaud. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délibérations? Il y a nous allons sortir parce que, enfin, je l'ai expliqué l'autre jour en commission d'urbanisme, il y a un risque de conflit d'intérêts. Et donc, pour laisser le conseil municipal souverain et pleinement souverain, donc nous allons sortir et on reviendra après. Voilà. On ne s'exprime pas non plus sur le sujet. Très bien. Parfait. Merci. Monsieur Jackie, vous aviez demandé la parole. Monsieur Bertin, pardon. Oui. Donc, par rapport à on n'est pas contre le fait de modifier un plus, au contraire, parce qu'on s'était déjà abstenu sur le plus initialement. Par contre, en commission d'urbanisme, là, j'ai pas tout compris. C'est peut-être l'objet de la sortie de mes collègues, je ne sais pas. Ça concernait une parcelle dont on modifiait la limite, c'est ça? Qui était dans le secteur de Grange. Oui, alors un retrait, ce qui a été enlevé, c'est pas le secteur constructible ou non, c'est l'impact du retrait obligatoire vis-à-vis de la départementale, qui n'était pas présent dans le plan local d'urbanisme précédent et qui a été rajouté pour vraiment des contraintes graphiques sur une parcelle. Et donc la personne a eu l'occasion de faire une mention justement dans le cadre de l'enquête publique pour pouvoir régler ce problème-là. Mais alors, donc... moi, n'ayant pas tout compris, on a regardé l'annexe au dossier, là, et on ne comprend toujours pas trop. Alors, j'aimerais bien quand même savoir ce que je vote.
Hein. Est-ce qu'il s'agit de la modification suivante? Bon, vous faites allusion, en bordure des RD 148 et 938 terres. En clair, RD 148, c'est le Fontenay-Niort. Non, oui, c'est ça. Et 938 terres, Fontenay-La Rochelle, hein, c'est bien ça. D'accord? Alors, initialement, il était mis, la bande portée au plan de zonage, bande à paysager et à planter, est inconstructible et doit être aménagée et plantée. Et la modification, c'est en bordure des RD 148 et 938 terres. Alors, là voilà la modification. En dehors des espaces bâtis et aménagés, voirie stationnement, la bande portée au plan de zonage, bande à paysager et à planter. Alors, le terme inconstructible est rayé et c'est mis doit être aménagé et planté. Alors, est-ce que ça, cette phrase-là, moi, j'avoue, j'ai du mal à en comprendre la portée. Hein. Mais ça porte bien sur cette modification, parce que bien pour ça que très concrètement, c'est qu'aujourd'hui, le terrain là, qui a fait l'objet de la remarque au cours de la mise à disposition du public était un terrain qui était dans une zone déjà urbanisée, en fait, en l'occurrence à Granges. Et justement, c'est pour ça que ces zones-là déjà urbanisées sont sorties de l'aménagement, bon, on de la limite. Le débat sur Granges, mais ça me rappelle les souvenirs. Simplement, ce terrain, il est en bordure de la RD 148 ? Tout à fait. Parce que dans le plan tel qu'on avait, on a du mal à voir où passe la RD, c'est pour ça. Donc, on ne comprenait pas trop. Non, il est bien juste en bordure dessus. C'est le petit trait bleu en pointillé que vous avez dans le PLU actuel, qui est enlevé sur une parcelle. Donc, on n'a pas dû voir le bon plan, là, sans doute, etc. Donc voilà, bon... on n'est pas contre la modification, mais on n'a pas tout compris quand même. Bon, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. On peut demander aux collègues de revenir. C'est adopté. Et on va passer à la délibération suivante, à Monsieur Bierret. Ah, ils arrivent. Bien, monsieur le maire. La délibération a été adoptée. Allez, suivant. Merci. Chacun y a regagné sa place. Nous pouvons, en toute sérénité, aborder le point suivant. Modification des statuts de la communauté de communes. La communauté de communes, le 1er juillet dernier, a délibéré pour modifier ses statuts et prendre de nouvelles compétences. Les communes sont logiquement consultées dans l'application du Code général sur cette modification et doivent délibérer avant le 16 octobre, puisque c'est le délai qui est fixé par le Code. Ces modifications portent sur plusieurs sujets. Le premier, c'est la prise de compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale, plan local d'urbanisme intercommunal. Cette délibération, cette compétence, doit permettre à la communauté, et ça a été affiché depuis le début, de prescrire à la suite de ça l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Toutes les communes sont appelées à délibérer en prenant en compte le fait que cette compétence débouchera tout de suite sur cette prescription, si évidemment la majorité qualifiée est atteinte. Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence sur le plan de l'organisation juridique? C'est que cette compétence, si elle est transférée, entraînera également pour Fontenay-le-Comte le transfert du plan de sauvegarde et de mise en valeur, ainsi que du règlement local de publicité, qui sont dans cette compétence-là, qui donc seront ensuite assumés par la communauté de communes, ce qui ne veut pas dire que la ville de Fontenay-le-Comte sera déconnectée de tout ça, mais juridiquement, c'est la communauté de communes qui sera le chef d'orchestre dans ces dossiers-là. Également, ça entraîne le transfert du droit de préemption urbain, qui va de pair avec cette compétence-là, mais la communauté s'est engagée et s'est inscrite dans la charte de gouvernance à redéléguer à la ville de Fontenay-le-Comte le droit de préemption urbain, et la communauté ne gardera, comme elle l'a déjà d'ailleurs, que le droit de préemption dans les zones économiques. Mais déjà, la ville lui avait confié cette compétence. Et donc,
c'est la première modification. Je passe sur les détails, vous avez ça. Juste indiquer que ce transfert de compétences ou la prescription du PLUI plutôt sera assorti d'une charte de gouvernance qui a déjà été débattue dans les différentes commissions et dont la commission d'urbanisme a déjà été saisie. Voilà pour cette première modification. La deuxième modification porte sur la création et gestion et exploitation de nouveaux réseaux publics de chaleur sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte. Ces équipements sont prévus dans le cadre du PCAET qui a été approuvé par la communauté de communes, qui prévoit une ou plusieurs unités de production de chaleur sur le territoire communautaire. Et donc, la communauté souhaite exercer la compétence pour réaliser ces réseaux de chaleur, sachant qu'il y a déjà un projet ou une idée ou des réflexions en cours à la suite de la demande du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et qui souhaite avoir ce réseau de chaleur, qui souhaiterait tout au moins avoir quelques éléments pour se déterminer par rapport à ça. Et le CIDEV serait d'accord pour mener une étude sur l'opportunité et la faisabilité d'un tel réseau de chaleur. Une autre compétence, enfin plusieurs autres compétences sont concernées par ça. La première, c'est tenir compte du campus universitaire pour dire que la communauté pourrait compléter la compétence qu'elle a actuellement par création, aménagement et gestion de lieux d'accès en proximité aux formations supérieures à distance. C'est donc une compétence qui existait déjà, mais qui serait rédigée de la façon suivante: organisation et soutien à l'organisation d'actions en faveur de l'emploi et de la formation, de l'insertion dans la vie professionnelle, de la création d'entreprises, de la formation des demandeurs d'emploi. Il conviendrait également de toiletter les statuts par la suppression de la compétence gérontologique qui, en fait, était dans les statuts de la communauté de communes à cause du syndicat mixte de CLIC des Trois-Rivières qui a disparu depuis quelques années déjà, et une compétence de microsignalétique qui avait été intégrée dans les statuts à la suite de la fusion avec la communauté de l'Hermenot, et que la communauté de l'Hermenot, d'ailleurs, n'avait jamais mis en pratique et que notre communauté n'avait pas. Donc, voilà les modifications qui vous sont proposées, sur lesquelles il vous est demandé de vous prononcer. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions sur ces modifications statutaires? Pas de questions. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est adopté. Et on va passer... Hop là. Il m'en manque un bout là. C'est la dernière? Non, il y en a une. Ah, c'était la dernière. Moi, je sais pas, j'étais parti dans mon élan, moi. Donc, c'était la dernière délibération. Voilà, donc c'est terminé pour ce soir. Et le prochain conseil est le... Non, communautaire. Le 18 novembre. C'est ça? Lundi 18. Ah, c'est écrit? C'est écrit, je sais pas où c'est écrit. Non, c'est pas écrit. Ah ben voilà, sûrement. Très bien. Lundi 18. Allez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.